Qu'est-ce qui explique que beaucoup de gens dans les quartiers n'arrivent pas à réussir? Beaucoup d'humilité, je dirais numéro un, c'est l'environnement déjà. Et donc je lui dis non, et là il sort un couteau, il me dit tu me donnes maintenant ta veste. Et je lui dis non, et il me plante le couteau dans le thorax au niveau du cœur. L'idée pour nous, leaders et entrepreneurs, c'est de faire de notre passé une fusée et pas un boulet. Et la plupart des gens restent attachés à ce boulet le reste de leur vie. Mon père, à chaque fois qu'il voyait un riche, bon, c'est un escroc, ou alors il ne profite pas de ses enfants. La difficulté de la plupart des hommes et des femmes qui crachent, c'est parce qu'ils ne choisissent pas leur obsession. Choisissez votre obsession, choisissez votre destination, et là vous allez gagner la partie. Coach, auteur, conférencier international, il inspire chaque année des milliers de personnes à travers le monde. Mais qui est vraiment Franck Nicolas? Bonjour les amis, bonjour Franck. Bonjour Tammy. Moi je suis hyper heureux, Moi hyper content, mais vraiment du fond du cœur. sûr, Ah sûr, c'est vrai. et certain, hyper heureux. Et pour quelle raison? Hyper. Pour quelle raison? Parce que je te suis depuis des années. Ah, c'est gentil. J'adore ta chaîne YouTube. Tu as vraiment eu un impact de dingue. Et moi, à chaque fois que je regardais YouTube et je regardais tes vidéos, je me disais, waouh, Franck, il envoie. Ouais. Ça se voit que tu es authentique, tu es généreux, tu as envie d'aider les autres. Et moi-même, ça m'a énormément motivé de te voir. Donc, tu es pour moi, voilà, ma plus grande référence sur YouTube en matière de motivation, etc. D'ailleurs, je vais te présenter rapidement, ça te va? Avec plaisir. Tu es le fondateur de Globe, Oui. de Big Coach. Tu as une vingtaine d'entreprises dans le monde entier. Tu accompagnes des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs, de personnes à travers le monde. Tu es pour moi le GOAT en matière de développement de coaching. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus que toi. D'ailleurs, plus sur toi. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'interviews à ton sujet. Non. Pourquoi? Probablement parce que je me focalise sur ma mission de donner à mes clients, à mes audiences, à mes étudiants. C'est pas de la surprotection, mais je pense que je suis très focus comme gars. D'accord. Et souvent, je me dis, bon, accorder une entrevue, c'est sympa, mais alors c'est pas du tout de l'auto-sabotage, sûr. mais je me dis, bon, à la rigueur, il y aura d'autres entrevues à ma place et peut-être je serai plus utile à aider mes étudiants. C'est juste, voilà, une sélection. C'est une question de focus. On se rapproche sur ce plan-là parce que moi aussi, je suis très, très focus. Et quand je suis focus, je refuse toutes les interviews. Mais avec toi, c'est un grand plaisir. Et donc, justement, d'ailleurs, pour info, c'est mon premier podcast officiel. Waouh, Je vais l'appeler Agir, le podcast. j'adore. Et tu es le premier invité sur ce podcast. J'en suis honoré. J'espère que je vais être. Arrête, j'ai la pression, j'ai les gouttes. Donc, on va parler de ton parcours. Ouais. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Tu es partant? Yes. Magnifique. Tout d'abord, on va commencer par ton parcours. Milieu modeste, Ouais. Avignon, Ouais. maman coiffeuse. Oui. Et à un certain moment, tu arrives à sortir, tu évolues vers le journalisme, Oui. mais là, très rapidement, tu comprends que c'est pas fait pour toi. Oui. J'ai vraiment envie que tu T'as m'expliques comment tu étudié, t'as été de Bien voir. sûr, bien sûr. Ah, tu m'es Comment tu es passé d'un quartier modeste, d'une famille modeste, journalisme, à Ah. devenir le coach que tu es devenu aujourd'hui? Je suis né dans un quartier du sud-est de la France, à Avignon. Un quartier, il y a deux quartiers un peu intéressants à Avignon. Il y a le quartier Montclar et le quartier de la Grange-d'Orel. Je dis que c'est un quartier intéressant parce que ça m'a permis de me découvrir, de me révéler et de me sculpter en parlant plus tard. Mhm. C'est un quartier, je dis intéressant parce que je veux pas du tout me victimiser. Au contraire, c'est un cadeau que j'ai eu de la vie, moi. C'est un vrai cadeau que j'ai. T'es d'accord Entièrement avec ça? d'accord avec toi. Entièrement d'accord au sens où beaucoup de gens ne comprennent pas que les gens qui ont vécu dans la difficulté ont créé une carapace qui leur permet ensuite d'affronter toutes les difficultés. C'est un Ouais. petit peu, voilà. Et je dis souvent que l'idée pour nous, leaders et entrepreneurs, c'est de faire de notre passé une fusée et pas un boulet. Et la plupart des gens restent attachés à ce boulet le reste de leur vie. On sait aussi que lorsqu'il y a un trauma fort chez un enfant, il a 13 fois plus de chances à l'âge adulte de faire de la déprime et de la dépression forte. Et aujourd'hui, toutes les sciences le savent pertinemment que c'est la redéfinition de qui nous sommes qui va nous permettre de devenir une nouvelle personne. En fait, il faut redéfinir qui nous sommes vraiment dans nos valeurs et ensuite avoir cette capacité, et on a cette potentialité de sculpter qui on est au quotidien, mais on a ce boulet. J'ai pas commis cette erreur. J'ai pas des milliards de mérites. Je cherche pas du tout à m'auto-saboter, mais l'immense qualité que j'ai eue tout petit, tout jeune, c'est de me dire finalement que j'avais le choix. Et quand on saisit cette chance de se dire je suis conscient d'avoir le choix, tout devient possible. Donc voilà comment, et une nouvelle fois, je veux pas du tout faire de négativité ou faire pleurer dans les chaumières, mais il n'y a pas un mois où j'étais pas agressé dans mon quartier.
Il n'y a pas un seul mois où physiquement j'étais pas agressé. À l'époque, c'était intéressant. Le grand jeu, c'est de casser les dents. Donc, je protégeais mon visage et c'est les codes qui prenaient. Et ils partaient et riaient. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Donc, moi, je suis issu d'un environnement intéressant. Violent. Violent, moi Ouais. je dirais violent Et et dur. C'est dur. c'était vraiment un jeu, c'était des imbéciles, ils souffraient dans leur Bien vie sûr, aussi. bien sûr, Donc, bien sûr. mais ça m'a permis de prendre de la perspective. Et je crois que j'ai eu un vrai déclic. J'attends le bus. Mmh. Je suis dans une zone, c'est complètement fou parce qu'à chaque fois, je revis cet espace de temps, j'ai la chair de poule. Et je raconte toujours cette anecdote parce que ça a été un déclic fort pour moi. J'attends le bus et 4 jeunes viennent et ils me demandent du feu. Je ne fume Mmh. pas. Et peu à peu, les questions arrivent et c'est rapidement, donne-moi ton jogging, ta veste de jogging. Et bon, moi, j'avais pas vraiment trop de cadeaux, hein, mais j'étais très heureux. Pas du tout une enfance malheureuse, des parents qui m'aimaient, etc. Mais on n'avait pas grand-chose sur le plan matériel. Mais c'était OK pour moi. Et le seul cadeau que j'avais eu à Noël, c'était le jogging Adidas de ma grand-mère. C'est le seul cadeau que j'avais eu. Et il me dit, donne-moi ta veste de jogging. Le pantalon, ça ne l'intéressait pas. Et je lui dis, mais non. Et c'est parce que j'avais un petit côté Rebelle. oui, j'ai un côté hyper ouvert vers les gens, mais je suis un bagarreur. On ne peut pas réussir et atteindre ce niveau de réussite si derrière on n'est pas un bagarreur. Ouais, c'est-à-dire que je suis un fighter positif. C'est-à-dire que moi, c'est OK sur tout, mais il y a un moment donné, et du coup, j'ai transformé ça en positivité en devenant compétitif. D'accord. Mais pas du tout négatif. Et donc, je lui dis non. Et là, il sort un couteau, il me dit, tu me donnes maintenant ta veste. Et je lui dis non, et il me plante le couteau dans le thorax au niveau du cœur, ici. Tu vois cette trace aussi? Ah ouais, je Voilà. vois, je vois. Et là, dans un réflexe juste, voilà, merci la vie, je détourne le couteau avec Incroyable. avec cette main, et tu vois toujours la trace ici. Ouais. Je détourne et j'ai le réflexe de badigeonner mon t-shirt blanc sous mon jogging Adidas de sang. Ils pensent qu'il m'a eu et ils partent effrayés. Et ce jour-là, je me suis promis une seule chose, Tammy, que jamais plus, évidemment pour moi-même, parce que je rêvais d'avoir une vie de famille avec 2 enfants, et je me suis dit, jamais plus, je ne pourrais accepter que je puisse avoir une famille dans un tel quartier. Et ça a été un déclic fort pour moi, tu vois. Tu voulais sortir de cette condition, Oui. extraire de cette Et condition. c'est le cadeau de ma vie. Oui. C'est un vrai cadeau. Donc, c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un vrai cadeau de ma vie d'avoir eu comme cela un impact peut-être rugueux dans mon adolescence. Et puis, cet événement qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite, j'ai été, alors j'ai grandi. Et il y a un autre élément qui m'a aidé énormément, c'est que ma maman, tout jeune, à l'âge de 12 ans, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Je faisais les marchés aux puces tous les dimanches matin, place des Carmes à Avignon. Et je mettais une couverture le dimanche. Le samedi, je faisais les vide-greniers, les vide-garages, et je vendais des petites choses pour aider mes parents. Et le maigre butin de mes ventes, tu vois, je le donnais à mes parents pour les aider parce qu'on en était là, tu vois. Et beaucoup de gens, voilà, c'était ce côté fusionnel également avec tes parents. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est pas la même chose. Non. Donc toi, tu travaillais pour aider tes parents. Mes parents, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Enfin, la famille, c'est sacré. Incroyable. C'est important pour moi, la famille. Même si je suis fatigué, je prends un engagement, je le tiens. Parce que qui on est si on n'est pas capable de s'occuper de notre femme, de nos enfants, qui on est si on n'est pas capable d'avoir une parole en affaires, qui on est si on n'est pas un homme de valeur, de parole, on n'est rien. On n'est rien. En tout cas, ce sont mes valeurs. J'arrive de ce temple-là où peut-être on arrive d'une époque où ça ne fonctionne plus, mais moi, j'arrive d'une époque où on ne jette pas ce qui a été cassé, on le répare. Bravo. Tu vois? Bravo, magnifique. Et donc, le journalisme. Pourquoi le journalisme? Donc là, Alors en fait, donc tu fais le cadeau de ma vie, c'est à l'âge de 12 ans. Ma mère me dit, écoute, maintenant c'est bien, je vais t'amener à la bibliothèque d'Avignon. OK. Je dis, OK, bon, très bien, je vais à la bibliothèque d'Avignon. Et ça a été une révélation pour moi. Et j'ai beaucoup de respect et d'amour pour mes parents. D'abord pour l'être humain, mais vraiment, et je pense que tu le sens, c'est là où j'ai découvert les livres. En fait, je pense que tout le monde aime lire, mais peu de gens le savent. Il y a un autre choc qui se produit, mais plutôt intellectuel mais aussi émotif, c'est que je me mets à lire des livres tous azimuts. Mais surtout, il y a un truc qui est facile à lire pour moi à l'époque, c'est des biographies. Et je découvre qu'il y a des gens qui ont un passé bien plus difficile que le mien, parce que moi, à l'époque, je n'avais pas le sentiment que mon passé était difficile, et je ne le crois toujours pas, mais qui ont eu un succès phénoménal au niveau de la réussite, de la reconnaissance. La reconnaissance, j'en avais besoin. Je veux dire, j'en ai énormément besoin. Et de cette générosité. Voilà comment je lis des biographies de gens qui ont de l'argent, mais qui sont généreux, qui ont de l'argent, qui ont des vrais amis, qui ont de l'argent, qui ont de l'énergie, qui ont de l'argent, mais qui ont une vie de famille aussi. Et en fait, je découvre que c'est pas ou, mais que c'est et. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça a été un déclic pour moi, et je lis. Et je lis, je me dis, mais avec beaucoup de respect pour mes parents. Et surtout, voilà, nos parents, et je pense qu'on a un petit peu eu la même éducation, c'est nos parents, l'éducation, c'est
ils sont riches, mais ils ne profitent pas de leurs enfants. Et en fait, c'est ce qu'on m'a enseigné. On te l'a dit, toi aussi? Oui. Ah ouais. Et donc, je pense que c'est un petit Elle peu te disait quoi, ta mère? Mon père, à chaque fois qu'il voyait un riche, bon, c'est un escroc, ou alors il ne profite pas de ses parents, il ne profite pas de ses enfants, il ne profite pas de sa famille. Et puis, je me suis rendu compte aujourd'hui, avec ma situation financière, que je profite beaucoup plus de mes enfants que mes parents n'ont profité de nous. Mon père, je ne le voyais jamais. Il bossait 7 jours sur 7. Il était tout le temps en train de bosser, bosser, bosser. Et je ne profitais pas de mes parents. Et justement, toi, tu le découvres dans les livres. Oui, et oui, le et. En Ouais. fait, et toi, tu es une vraie référence en termes de réussite humaine, en termes de partage, d'enseignement, de richesse humaine et aussi de confort financier pour tout le monde. Tout le monde le sait que tu es une totale réussite. Mais à ce moment-là, je suis pas dans cet état d'esprit de je vais devenir Franck Nicolas. Je suis un petit gars d'une banlieue qui essaie de s'en sortir. Et les livres me font dire une chose. Je me dis, mais mes parents me disent que finalement, c'est tout l'opposé de ce que je suis en train de dire. Donc, j'en prends un deuxième et un troisième. Et je passais tous mes samedis après-midi à Avignon, à la bibliothèque. C'est incroyable. Et parce que, pour être très honnête et sans fausse pudeur, la carte d'abonnement était, voilà, on n'avait pas trop d'argent à l'époque. Donc, c'est de l'allocation, mais il fallait payer la carte d'abonnement. Je me suis dit, ouais, je vais pas la payer la carte d'abonnement. Tu vois. Et donc, je lisais sur place. Je lisais. Et après, en travaillant au marché aux puces à Avignon, un petit pécule, j'ai dit à mes parents, et ça les a fait pleurer. Je leur ai dit, est-ce que je peux prendre une partie pour me payer ma carte de la bibliothèque d'Avignon? Et ma mère, avec des grands larmes, bien sûr, mon chéri, enfin. Magnifique. Mais c'est, enfin, C'est incroyable. Et à 12 ans, tu avais déjà cette présence d'esprit. Oui, à 12 ans, mais j'ai pas de mérite. Parce que j'avais faim. Ouais. Et cette faim m'a jamais quitté. J'avais faim. Tu sais, quand tu te prends une claque. Mais justement, lire des livres, c'est pas le réflexe qu'ont les jeunes. Et qu'avaient les jeunes à l'époque. Moi, je me souviens pas avoir lu des... D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais ça n'a pas été mon réflexe. Et c'est déjà... C'est incroyable d'avoir eu ce réflexe de te dire, il faut lire des livres, il faut apprendre. Mais je vais te faire une autre confession. Je souffrais de bégaiement. Suite à toutes mes agressions, j'ai fait des chocs émotifs. Et vraiment de la thérapie, etc. Et de l'hypnose qui m'a beaucoup aidé. Donc, je faisais des cauchemars toutes les nuits. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars. J'ai une enfance intéressante. Et vraiment intéressante. Ouais, j'adore. Et à la bibliothèque, le livre, c'était simple pour moi. C'est-à-dire que je n'étais pas confronté. Alors, je bégayais pas en permanence. Et quand tu bègues, tu l'es à vie. À chaque fois que je prends la parole, j'ai un déclic dans ma tête. Et ce qui fait que c'est une belle revanche avec la vie, une revanche positive. Bien sûr. Mais j'étais pas bec chronique, fort, intense, rude. J'avais de la texture dans la communication, c'est-à-dire que j'avais rapidement ce désir de redonner, donc la bouche arrivait. Mais lorsque j'étais dans une situation émotive du style « Franck Nicolas au tableau !»« Franck Nicolas au tableau !» Et là, j'étais incapable de parler. Tu crois ça? Donc, non, mais ce qui est incroyable, c'est que j'étais comme ça moi aussi. Ah oui. J'étais timide, introverti et j'avais pas confiance en moi. Mais on en revient, on se focalise sur toi. Mais ça, j'ai pas de mal à le croire, ce que tu viens de dire. Bah voilà. Ça, j'ai pas du tout de mal à le croire. Ce qui fait que tu es encore plus une belle personne. Bah merci. C'est vrai. Ouais. Donc, tu vois, j'étais dans ce défi-là. Donc, le livre, pour moi, c'était un refuge. Wow. C'était un refuge. C'était une bulle, mon monde à moi, comme certaines personnes. Une belle fois, j'ai pas de mérite, vont dessiner, vont faire autre chose. Et rapidement, je me suis de plus en plus aussi réfugié dans la lecture et dans le sport, le sport un peu de contact, tu vois. Et ça m'a permis de réellement m'ouvrir. Déjà, les études, alors, est-ce que tu étais un bon élève ou un élève moyen? J'étais un bon élève jusqu'au lycée. D'accord. 6e, 5e, 4e, 3e, j'étais premier de ma classe, vraiment. Et le lycée, ça m'a pas plu. J'étais pas dans mon élément. Je sais pas, c'était pas mon truc. L'environnement, j'ai toujours performé avec les gens. C'est-à-dire que si toi, tu n'étais pas toi, maintenant, en direct, bon, déjà, je n'aurais pas accepté l'entrevue, mais je me nourris beaucoup de l'énergie. Et là, tu le vois en ce moment, la communication est systémique et on se nourrit tous les deux. Bien sûr. Alors, peut-être que ça ne se voit pas à la caméra, mais on vibre. Et si, par exemple, on passait encore plus de temps ensemble, on aurait quasiment les mêmes battements de cœur. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je me nourris beaucoup des gens, et je le sais, j'en ai besoin. Et au lycée, j'avais pas cette nourriture humaine qui me plaisait. Et ensuite, t'ennuyais. Oui, c'était un peu ça. C'est qu'est-ce que je fais là? Oui, j'étais pas branché. Mais surtout, donc après, si tu veux, j'ai eu un parcours où j'ai picoré un peu partout. J'ai fait le M Lyon, par exemple. D'accord. J'ai fait la fac, j'ai un master 2, etc. Mais
J'avais Mais pas tu le pas bon été jusqu'au bout? ah si, mon master 2, je l'ai eu, D'accord. tout ça, j'ai eu. Et l'EM Lyon? Ouais, mais OK. j'avais pas c'était OK. pas mon truc. OK. C'était trop théorique. Ouais. En fait, désolé, mais il m'emmerdait. D'accord. Il m'emmerdait. Ouais. Parce que ça me ressemblait pas. C'est-à-dire que tu as un gars qui te dit comment créer une entreprise, et il a jamais gagné une seule entreprise. Et si tu veux, c'était pas de l'arrogance. Je me dis, mais Ouais. what the fuck? Ouais. C'est- Qu'est-ce que je fais là? Mais non, j'avais envie de lui dire, viens, on va boire un coup, relaxe-toi, et puis Ouais. parle-moi des. Donc, du coup, c'était pas mon truc. D'accord. Là où vraiment ça a été mon truc, c'est que j'ai mis un peu par hasard le doigt dans le journalisme. Je me retrouve, par des concours de circonstances, en études de journalisme, et ensuite je me retrouve à Antenne 2 à l'époque, avec mon parrain, qui était un psychologue D'accord. de l'hôpital Necker. Et il s'avère que ma tante, à l'époque, était l'infirmière générale de Necker. Et qui lui dit, voilà, j'ai mon neveu, il est très sympa, la télé, ça peut l'intéresser, ok. Et voilà comment je commence ma carrière par la, entre guillemets, la grande porte, à Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait comme ça, Oui. avenue Montaigne, à Paris. Et là, ça a été une révélation. Alors, à l'époque, il y avait des journalistes, chez d'édition Marc Legras, Dorothée Olieri, qui à ses débuts de journalisme, et Daniel Duigou, c'est son nom. Et Daniel Duigou, il s'avérait que c'était un journaliste présentateur d'Antenne 2 à l'époque, au Journal de la Nuit. Il était psychologue, et quelques années plus tard, il est devenu prêtre. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Et je me suis dit, ce gars-là, ça va être mon mentor. Waouh. Et il m'a mis le doigt justement dans une reprise que j'effectuais dans des études de psychologie. D'accord. Et ça a été une révélation. La psychologie. Ouais, ça a été une révélation. Et j'étais pas trop mauvais. Et il me dit, mais attends, il y a un truc qui est fou, c'est que là, tu me fais une analyse en 24 mois ou en 20 mois que tu es là-dedans. Il me dit, non, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'écoute sans écouter. Je fais ma carrière dans le journalisme et là, j'ai des chocs. Des vrais chocs. C'était parce que le monde du journalisme, c'est un monde impitoyable. Alors moi, je ne l'ai pas côtoyé en interne comme toi, mais en externe. Tu sais, à un certain moment, j'ai été très médiatisé. Et je voyais que les journalistes étaient j'ai pas envie de dire des tueurs à gages. La machine s'emballe et rien ne l'arrête. C'est incroyable. C'est un monde impitoyable. Moi, je l'ai vécu. J'ai participé à plusieurs plateaux. C'est dans l'air. Élise Lucet, j'ai été invité aux 13h de France 2 devant des millions de personnes. Et j'ai vu cette machine et je me suis dit, waouh, ça fait peur. Oui. C'est une machine qui peut vite s'emballer et qui devient impitoyable. Et là, c'est le moment où je suis en Antenne 2 à l'époque, il y a une catastrophe du stade de Furiani. Je déroule le tapis rouge du journalisme. Je suis un petit peu partout, en France, en Suisse. Et je suis amené ensuite à avoir 2 déclics. Je me retrouve à être reporter de guerre, notamment. Donc, je produisais des émissions de télé. Je faisais des lives tous les soirs. Je présentais le journal tous les soirs en direct. Je faisais des émissions, des talk-shows. D'accord. Et en direct. Donc, moi, j'adore le direct. C'est pour ça que je prends mon téléphone. Et tu me vois souvent. Oui, et j'adore. Tu vois? Non, mais c'est vrai, t'es tout le temps. Alors, les gens vont dire, c'est pas la mode. Le truc, c'est il faut couper les respirations, il faut accélérer. Et je dis, mais je kiffe. Et ce qui a marché pour moi, on en parlera plus tard, c'est que je prends un téléphone, je parle, et tu m'aimes pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est très, très, très monté, etc. Donc là, je me retrouve à faire des directs. Je combats à la fois. Je n'étais pas un garçon timide. J'ai jamais été timide. Mais je combats mon bégaiement. Et ça, c'est très dur pour moi. Mais je le cache. Et quand je le cache, parfois, je suis un petit peu rugueux. Parce que quand tu caches quelque chose, eh bien, tu montres les crocs, tu vois. Et puis, j'avais mon enfance un peu fighter. Donc, il y a des moments, c'était rugueux, tu vois. Et puis, je suis un fils d'Italien, donc tu vois, je s'en chauffe. Je suis authentique, tu vois, voilà. Oui. Et là, je me retrouve à être reporter en plus de guerre. Et j'ai eu un choc. Et pourquoi? Parce que, justement. D'abord, parce que dans la rédaction, personne ne voulait y aller. OK, d'accord. Déjà. Non, mais c'est Et moi, j'ai dit non, je veux y aller. Et là, par exemple, je me retrouve à couvrir des. Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Au-delà du fait que personne ne voulait y aller, pourquoi toi, tu voulais y aller? J'avais besoin d'être confronté à la vraie vie, celle-là même dont on nous raconte à la télévision qu'elle est d'une certaine structure. Exact. Mais je voulais connaître l'envers du décor. Et puis, j'avais besoin de défis en permanence. J'ai toujours eu besoin de défis. Je suis un gars de défis, tu vois. Donc là, j'arrive, par exemple, un exemple, j'arrive au Pakistan. Et là, je tombe malade. Mais malade, 42 fièvre. T'es choqué par ce que tu vois. Non, mais malade, je veux dire, je chope un virus. C'est ça que je veux te dire. Okay. Je suis allongé. Bref, j'arrive à m'en sortir. Et on me dit, non, on va le rapatrier en France. J'ai dit, pas question.
Malade ou pas malade, j'y vais. Et là, du coup, on va en Afghanistan. D'accord. On doit aller couvrir la chute des talibans en Afghanistan. OK. Il n'y a pas d'hôtel en Afghanistan à cette Non. époque-là. On monte dans l'avion de l'ONU. D'accord. C'est le seul avion qui va à Kaboul, c'est l'ONU. Il OK. n'y a pas d'autre OK. avion. C'est-à-dire que voilà. OK. Et le pilote de ligne qui dit en anglais, eh bien, on prend la direction de Kaboul OK. et ils nous arriveront à destination si Dieu le veut. Ça tombe bien parce que je pense qu'il le veut. Et là, je vois la piste. Oui. Alors, tu sais que je pilote des Tagazu, des petits je suis pilote d'avion. Je pilote des petits avions, tu vois. Oui. Et je connais très bien. Et là, en fait, il fait un tour de piste. Je dis, mais pourquoi il n'atterrit pas? Parce que je sais exactement comment ça fonctionne. Et là, c'est un atterrissage à vue. Et il n'atterrit pas. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que la piste, elle est défoncée. La piste, elle est défoncée. Je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas te poser. Je dis, chérie, arrête. On revient à la maison. Tu peux pas faire ça. Incroyable. Et il se pose. Oui. Oui. Incroyable. Incroyable. Alors, j'avais un copain à côté qui me dit, toi, t'as jamais peur? Il n'a pas de prix. Il veut faire pipi. Incroyable. Et moi, je souriais. Monsieur, il n'y a aucun problème. Il maîtrise rien du tout. Tu vois. Bref, on arrive là-bas. Et il se passe. Alors, c'est pas du tout du fake, tout ce que je te dis. Ouais. Hein. Non, mais je C'est te pas crois du sur fake. parole. Oui. Oui. Et on arrive là-bas et il me dit, ben voilà, en fait, il n'y a pas d'hôtel ici. Ah, c'est sympa. Et moi, Candide, on dort chez l'habitant? On dort pas du tout chez l'habitant. En fait, ils avaient reconverti une prison en hôtel. En hôtel, ouais. Mais la prison, tu avais encore des barreaux. Ouais. Tu vois ce que et alors, c'était en plein hiver parce qu'il fait très froid à Kaboul l'hiver. Ouais. Et tu as une petite montagne qui surplombe Kaboul, un peu comme à Fourvière à Lyon, si tu veux. Mhm. Tu vois, c'est très proche. Donc, on rentre. Et là, juste avant de rentrer dans cet hôtel, je vois un jeune homme. Je suis un imbécile. Ouais. Je suis un imbécile. Honnêtement, je suis un imbécile d'occidental. Je suis un abruti. Rien que de dire ça, c'est pour dire que je n'ai pas de... Pas des mauvais réflexes. J'ai vraiment pas d'ego. Je Ouais. suis un imbécile. Un jeune homme qui me propose de nettoyer mes chaussures. Mais mes chaussures, elles sont bien, mais je suis un imbécile. Je dis oui. Et qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un billet à la fin de $20. Mais $20, c'est même pas le salaire annuel de son papa qui était en face de la rue et qui est venu et qui l'a frappé. Boum. Et moi, comme un imbécile, je sais pas que c'est son père et je connais rien de la culture, je m'interpose. Et t'as la police qui arrive et c'était l'armée qui nous accompagnait. Tu vois. Bref, je te la fais courte, mais c'était. Et pourquoi tu dis que je suis un imbécile? Parce que quand tu arrives dans un pays, tu dois faire preuve d'humilité. Ouais. Et voilà pourquoi. Mais en quoi il y avait un manque d'humilité? C'est-à-dire le fait de... Parce que quand tu arrives dans un pays comme ça, tu donnes un billet de $20 américains à un jeune homme. Alors que son papa, il gagne pas ça, c'est-à-dire c'est beaucoup trop. J'avais envie de me dire, mais t'es un imbécile, renseigne-toi. Et là, je me suis dit, mais waouh, la culture occidentale, on est des beaux imbéciles. Ouais. Et c'est là en fait, si tu veux, je suis devenu coach parce que j'ai eu un parcours avant. J'ai pas lu des livres de Jim Rohn qui m'ont permis de ressasser, de dire, je vais faire des coachings à l'âge de 14 ans. Tu peux coller de Jim Rohn. Non, j'ai 17 ans et voici, allez, je vous motive. Ouais. En fait, j'ai eu un vrai parcours avant. Mais ce parcours-là, je pense que c'est ce que les gens aiment sur la scène, c'est ce parcours-là, je l'ai gagné avec les essais-erreurs, tu vois. Et là, ça, pour moi, c'était une belle preuve d'humilité. Ouais. Donc, c'est les choses comme ça qui m'ont... Et donc, cet épisode en Afghanistan, ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Ça t'a marqué. À vie, je suppose. À vie. Ouais. J'emporte les stigmates. Un jeune homme, je lui dis, alors, est-ce que tu m'accompagnerais? Alors, je vais pas proposer $20. Est-ce que tu m'accompagnerais sur la colline de Kaboul? Et il me dit, oui, je vais t'accompagner. Mais je dis, sinon, je peux y aller seul. Il me dit, non. Enfin, il parlait anglais, le jeune. J'ai dit, by the way, comment tu as appris à parler anglais? On me dit, c'est avec les détritus des journaux américains. Incroyable. Si tu étais prêt à parler l'anglais avec les restants des journaux américains, il me dit oui. Ok, mais là, tu prends des claques. Et surtout, tu te dis, j'ai de la chance. Tu as parlé de ton parcours, mais tu te dis, malgré tout. Ah ouais. Voilà. Et donc là, moi, je peux y aller seul. Il me dit, non, tu vas pas y aller seul. Et je dis, mais pourquoi tu vas pas y aller seul? Et il me dit, parce qu'il y a des mines antipersonnelles encore dessus. Je dis, il y a quoi? Je dis, ben, on va attendre un peu. Non, je peux te guider. Il me dit, je connais parfaitement. Je dis, pourquoi? Parce que mes parents sont morts ici. Oh là là. Et j'ai les deux. Donc ça a été un drame pour moi, tu vois. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais t'es un imbécile d'occidental. Et j'ai continué. Troisième choc. Non, t'es quand même dur avec toi-même et même avec les Occidentaux en général. Et c'est surtout que t'avais pas connaissance du monde et non. Donc, mais on est dans notre bulle et on sait tout sur tout. On a une arrogance. Ouais. Je sais. Ouais. I am the law. Tu vois, le Judge Dredd. Et quand tu vois la vérité, tu te dis, finalement. Mais on sait rien sur rien. D'ailleurs, et d'ailleurs, la grande majorité de la population mondiale vit dans un état de pauvreté, dans une ignorance,
Et on est privilégié, c'est-à-dire C'est clair. on a énorme même si on a eu des enfances difficiles, on reste des privilégiés. Ah oui, j'en suis intimement Ouais, convaincu. ouais. Et le troisième choc que j'ai eu, c'est dans le cadre du reportage. Donc là, je te raconte de Kaboul, mais j'en ai plein d'aventures comme ça. Je vais rencontrer une mère de Kaboul. OK. Donc là, je te rappelle l'époque. Là, à l'époque, c'est la chute des talibans à l'époque. D'accord. Mmh. Donc là, c'est 30 ans d'oppression russe, de régime taliban et de guerre civile. Ouais. J'arrive à ce moment-là. 80% de la ville de Kaboul n'a pas d'eau potable. D'accord. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Donc je rencontre le maire de Kaboul. Donc là, l'ambiance, c'est Kalachnikov, etc. Je dis, putain, je n'ai pas intérêt de déconner parce que putain, j'avais le truc mettre à zéro. Et je rencontre cet homme, magnifique. La barbe poivre et sel, Mmh. le teint buriné comme ça. Mais un homme magnifique. D'une sagesse, je dirais. Mais à la fois, j'avais un petit peu, tu vois, le truc mettre à zéro. Ouais. Je dis, putain, pourvu que l'autre, il appuie pas sur la gâchette. Je m'approche de lui, les autres se rapprochent de moi. Je dis, calme, relax. Puis le maire de Kaboul voit que je suis bien intentionné. Je pense que les êtres humains sentent l'énergie. Mmh. On discute, etc. Et je pose cette question. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise question? J'en sais rien. C'était du 80%, 20%. 80% de la ville n'avait pas d'eau potable. Même pour 80% de la ville de Kaboul était détruite. Ouais. Tu vois, après ces 30 ans de galère, d'oppression, de régime Mmh. taliban, de guerre civile. Mmh. Et je lui dis, monsieur le maire, est-ce que vous avez encore le moral et comment vous arrivez à tenir? Ça peut être facilement déprimant, cette situation. Et là, il s'arrête, il me regarde. Il y a un silence qui paie. J'ai l'impression que ça durait une Une éternité. éternité. Les autres se rapprochent. Ils regardent ces gardes du corps à gauche, à droite. Oh, je dis, Ouais. là, Ouais. je suis mort. Ouais. Là, je pense que je suis mort. Là, je suis un homme mort. Là, pour de vrai. Et il me prend le bras. Il me dit, What is your name? J'ai Frank. Et là, je sens que le ton est bien intentionné, Ouais. donc Ouais. je réduis le stress. Il me dit, Frank, des enfants meurent tous les jours. Je ne sais pas comment je vais leur donner à boire. Vous me demandez si je vais être si je suis déprimé? Et il me dit, Frank, la déprime, c'est le luxe des pays riches. On n'a pas le temps de déprimer ici. Non, mais il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Et là, tu te prends une baffe de Ah ben là, c'est un punch. ouais. Là, je prends un uppercut. Là, Ouais. Ouais. et toi, je rentre et je bouleverse une grande partie de ma vie. Donc là, je décide d'être pompier volontaire. Donc, je présente mon journal à la télévision. Je commence déjà à créer quelques structures entrepreneuriales. J'adore ça, à faire un peu d'immobilier, etc. Et je deviens pompier volontaire au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape. Incroyable. J'aime bien donner mes sources parce qu'un il y a les Berceau, le Gade, Bien sûr. les mythos. Et là, pendant 4 ans, je suis pompier volontaire à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon. Je me forme pendant presque un an, tu vois, et j'en ai besoin. Et tu sais pourquoi je me suis dit j'en ai besoin? Je vais te dire la vérité. C'est pas parce que je me dis allez, etc. Ce que j'ai vu, je vais aider les gens. Je vais te dire la vérité. C'est qu'en étant présentateur à la télévision, à un moment donné, ma mère a trouvé que je perdais un petit peu pied. Et elle me dit, mon chéri, il me semble que tu prends un peu le melon. Je dis, Elle merde. t'a dit ça? Ouais. On me dit, tu prends le melon. Mais je dis, Ouais. maman, qu'est-ce qu'il dit? Bah, à ce moment-là, tu as réagi comme ça, mais d'accord. Je trouve que ça sent un peu la pastèque. Je dis, merde. Waouh! Je dis, écoute, Ouais. je dis, là, elle argumente. Moi, j'aime quand les gens argumentent. Ouais. Donc, toi aussi, d'ailleurs. Oui. Je dis, écoute, maman, alors moi, je suis pas du style à contredire ma mère, jamais, tu vois. Je dis, maman, merci. Et là, je le prends comme un cadeau et pas comme un fardeau. Et je dis, OK. Et elle me dit, fais ce qu'il faut, mon fils. Tu prends 15 jours pour réfléchir, mais fais-moi dégonfler ça. Déjà, il faut que tu t'en aperçoives. Et effectivement, je pense que les gens, j'étais un petit notable dans ma vie, Mmh. dans ma vie notamment. Et les gens me reconnaissaient, etc. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas, un petit côté, tu vois, Il y a ce côté, c'est bon, j'ai réussi. Ouais. c'est un peu comme, Oui, et ça te monte à la tête. c'était pas vraiment monter la tête. Enfin, je m'en étais pas aperçu, mais c'est un petit peu comme dans la profession des jeunes dans notre métier Ouais. qui font leur premier million de followers ou qui fait quelques. Tu sais, Ouais. je sais pas, mais Ouais. ou alors, je sais pas, au Canada, tu fais 30-40 millions de chiffre d'affaires à l'année, c'est une entreprise normale. Mmh. Tu vois, en Europe, tu fais 12-15 millions, c'est oh là là, je suis important. Ouais. Tu vois, les ratios sont pas les mêmes. Exact. Et donc, moi, à l'époque, je suis en France, donc Mmh. on me reconnaît, tu vois. Je dis, t'es un petit con, en fait. Ouais. Et c'est là que je décide de m'engager chez les pompiers. Incroyable. Et je deviens pompier volontaire. Et là, ça a été une autre baffe dans ma vie, c'est que j'ai vu des gens mourir près de chez moi. Et pas en Afghanistan uniquement. Et je me dis, chez moi, je vois des gens mourir. Et j'étais chez les pompiers. Alors, c'est un rôle qui est formel. Et quand tu parles de gens, tu parles de personnes âgées, de personnes Mais c'était atroce. ouais.
Mais demande à un pompier, et je suis Ah persuadé non, mais je suis qu'il y a sûr. des Ouais. pompiers qui nous occupent. Ouais. C'est l'un des plus beaux métiers au monde. Oui. Ouais. Policier, pompier, c'est très dur. Nous, on Très dur. arrivait dans les quartiers de Rieux-la-Pape, on nous jetait des boules de Pierre. pétanque et des pierres. Déjà à l'époque. Oui, il y a quelqu'un qui a jeté comme une fois une machine à laver. Incroyable. Et on nous agressait parce qu'on désincarcérait un copain. Mais, et c'était de l'agressivité pure. Donc, ce sont des personnes blessées. Moi, je les comprends parce que j'ai vécu dans un quartier. Et personne ne résiste à ce rouleau compresseur. Jamais. Plus tu es rejeté, plus tu deviens agressif. Et justement, on va faire une petite parenthèse par rapport au quartier. Tu dis, j'ai vécu dans les quartiers. Qu'est-ce qui explique que beaucoup de gens dans les quartiers n'arrivent pas à réussir? Avec beaucoup Le taux de d'humilité. chômage est de 50% aujourd'hui dans les banlieues. Hein. Ouais. Beaucoup d'humilité, je dirais, numéro 1, c'est l'environnement déjà. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à ne pas être contaminé par cet environnement-là. Je te rappelle que le sport favori de mes copains, c'était le vol de mobilette au début et le vol de voiture. Et dans mon quartier, tu tapes quartier de la Grange d'Orel, tu verras fusillade. Donc, l'environnement. Ok. Et moi, je ne sortais pas le soir. J'étais pas en bas de l'immeuble le Toi, soir. maman t'interdisait de ça? Non. Bravo. Ouais. Bravo. Non, c'était même pas négociable. Ouais. Donc, l'environnement, je crois, parce que tu veux ressembler aux copains. Et surtout, tu ne veux pas être rejeté du peu de gens que tu connais. Exact. Ça, c'est le premier point. Pour beaucoup de familles monoparentales. Oui, manque d'éducation Aujourd'hui. aussi. Donc, je dirais l'environnement, l'éducation des parents, ou eux-mêmes, souvent, je veux dire, ils sont je ne veux pas trouver d'excuses, c'est pas du tout mon Non, ils point. sont largués. Mais ils sont eux-mêmes éreintés par le travail. Donc, je pense que c'est vraiment les 2 points. Et puis, le point numéro 3, c'est que c'est un engrenage. C'est que plus tu es rejeté, plus tu as une colère des autres. Tu as envie de te venger. Et voilà, c'est voilà. Donc, je pense que c'est ça. Je trouve pas d'excuses, mais je comprends. Je comprends. Tu sais que j'ai enseigné dans des lycées difficiles. Non, je ne savais pas. Ah, si. Je sais pas. J'ai enseigné à Aubervilliers. Et dans ce lycée, une fille me dit, à un certain moment, on peut le dire sur YouTube, elle me dit, casse-moi pas les 3 points de suspension. Les pelotes. Voilà. Et je convoque sa mère. Je lui dis, OK, je vais convoquer ta mère. Tu sors, je convoque ta mère. Je vais voir le CPE, il me dit, Tammy, c'est pas la peine, etc. Je lui dis, non, je veux voir la maman. C'est inacceptable, je veux voir la maman. La maman vient me voir et dès que je vois la maman, elle commence à me parler, elle me dit, Monsieur Cabage, je suis dépassé, les dents noires, les ongles noirs, ravagés par l'alcool. Et là, quand j'ai vu la mère, j'ai eu énormément de compassion pour la fille. Et je me suis dit, la pauvre. Et cette fille, elle a quitté le lycée et 2-3 semaines après, je la croise dans le bus. Et là, elle me dit, Monsieur Kaba, je travaille chez Sephora. Elle était toute contente, toute rayonnante. Et là, je me suis dit, pauvre fille. C'est-à-dire, je me suis mis à sa place et moi, voilà, agrégé. Alors, on va parler de mon parcours, mais c'est-à-dire, je pensais tout savoir de la vie. Quand tu vois ça, tu te dis, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir juste des parents normaux. C'est une chance incroyable. Et beaucoup de gens ne le savent pas. On a tendance à critiquer, mais il faut le vivre pour comprendre que ces gens-là vivent dans des situations dramatiques. Donc, tu avais le melon. Ta maman, elle te rappelle alors, elle te dit « Calme-toi, mon petit Franck ». Oui, je pense que j'ai eu le melon. Et c'est pour ça qu'on le voit dans nos métiers un peu publics, sur les réseaux sociaux, etc. Souvent, on prend vite le melon. Là, je pensais notamment à un jeune dans notre métier qui vient sur mon réseau social. Et ce n'est pas moi qui l'ai vu. On m'a dit il avait plein de propos. Il dit n'importe quoi, etc. Et en fait, il a 26 ans. Tu vois. J'ai dit OK, c'est mignon. C'est mignon. Mais c'est justement parce que j'ai vécu un peu ces tranches de vie intéressantes que je prends un peu de recul aujourd'hui. Et puis là, je me retrouve, donc voilà, je me retrouve pompier. Et je vis des choses, tu vois, j'en bafouille, mais juste hallucinantes. C'est-à-dire que je découvre vraiment qu'il y a de la misère près de chez moi. J'avais vécu une enfance intéressante, mais la vraie misère, tu sais ce que c'est? Tu as un beeper. Et c'est marqué dessus, personne ne répondant pas aux appels. Et quand tu es pompier, marquez dans les commentaires si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Personne ne répondant pas aux appels, ça veut dire qu'il y a peut-être un cadavre dans l'appartement. Donc je descends, on est plusieurs, je descends en rappel à Rieux-la-Pape. J'adorais ça. En rappel, et j'arrive sur le balcon. Je passe du toit, donc moi j'adorais vraiment ça. Donc là, quand tu es en rappel, tu attaches, tu as un pompier, un collègue qui met les pieds comme ça sur le toit de l'immeuble, les 2 pieds, tu en as un autre qui est derrière, et tu descends. Tu t'attaches, tu descends. Et tu casses la vitre, et là tu découvres. Et tu découvres les restes d'une dame âgée. Et ça, c'est pas arrivé qu'une fois. Et je me suis dit, waouh, la vraie solitude de découvrir un cadavre qui a 60 jours, en pleine décomposition, et l'odeur n'est pas choquante.
parce que c'est pas l'odeur qui choque. C'est de réaliser que cette dame, elle est morte et que pendant 2 mois, personne ne l'a reconnue. Personne. Et je me suis dit: «Waouh, c'est intéressant». Parce que les médias parlent toujours de la misère dans le monde. Je pensais avoir vécu une enfance intéressante, mais ce que je vois ici et tu vois, ce sont des, long story short, ce sont des expériences comme ça dans ma vie qui font que j'arrive à tenir sur une scène en 3 jours, presque plus de 30 heures sur une scène Incroyable. parce que c'est le cœur qui parle. Alors oui, bien sûr que, on est entrepreneur, bien entendu, qu'on est là pour faire grandir l'entreprise. On a des équipes qu'il faut nourrir. On les paye pas qu'avec des bisous, nos équipes, Bien tu sûr. vois? Bien sûr, mais sur une scène, c'est pas de la rage, mais c'est ce feu sacré qui revient en permanence avec des déclics dans la Ouais, tête ouais. de tout ce que j'ai vécu et qui en fait peut-être de moi, je dirais, un oiseau un peu différent avec une couleur différente dans le monde du coaching. Cette générosité, le fait de te dire: «Je veux les aider. Ouais, Je veux les aider parce que j'ai vécu j'ai vraiment ça dans la et je veux pas qu'ils revivent la même chose. ouais. Je vais les aider». Ouais, j'ai vraiment ça dans la tête et pendant très longtemps, je vais faire une nouvelle confession. Pendant très longtemps, moi j'ai beaucoup, travaillé aux États-Unis et cetera, avec plein de confrères et j'en ai suivi beaucoup. Et je parlais beaucoup enfin, j'entendais beaucoup d'événements, de conversions, de webinaires, de conversions, et cetera. Je dis: Ouais, «Ah, c'est bien tout ça» et puis on me disait: «Bah, il faut dire ça, il faut dire ça». Je dis: «Mais je ouais, suis pas à l'aise avec ouais, ça, je suis ouais. pas à l'aise» et pendant très longtemps alors je me suis soigné aussi un Bien petit sûr. peu, mais je faisais des vrais webinaires de contenu gratuits et mes équipes disaient: «Arrête, arrête». Ouais. Au bout C'est d'un trop. moment et donc tu vois, pour être très honnête et après je me suis dit: «Bon, il faut quand même que je modère» Bien sûr. que je donnais du vrai contenu Oui. et les gens me disent: «Bah, c'est sympa». Mais au bout d'un moment, tu as des personnes qui viennent et qui s'en vont et qui voient pas la valeur perçue. Mmh. Donc finalement, tu vois, c'est bien et pas bien. Il faut savoir, jongler avec, ce passé, mais en faire une fusée. Bien sûr. Tu vois, c'est un peu ça mon parcours finalement. Ouais, incroyable, Tu vois? et justement, donc c'est à ce moment-là bien précis où tu te dis: «Je veux devenir coach». Ou qu'est-ce qui t'a vraiment mené vers le coaching? Honnêtement, Et pourquoi le coaching? Est-ce que tu as vu les Américains? Est-ce que tu as été inspiré par les Américains? je pense que c'est Daniel qui m'a inspiré. C'est D'accord. pas Jim Rohn, c'est pas Tony Robbins, c'est pas Jack Canfield. OK. Jim Rohn, j'ai une petite histoire avec lui. D'abord, ça a été un peu mon 1er mentor, Jim Rohn. J'arrive de cette Excellent. époque. OK. C'est T'es pas encore jeune, hein. et donc là, je me retrouve, et là, ça s'invente pas, je suis animateur d'un club de vacances. OK. Enfin, toutes mes vacances, j'étais prof de tennis, j'étais manager, j'étais animateur. Ah oui. Voilà, ça et donc je me retrouve surveillant de baignade, exactement. Donc je suis surveillant de baignade dans des clubs. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 11 ans, c'est pas Ouais. compliqué, voilà et j'adorais ça. Ouais. C'est pas mes parents qui Ouais. m'ont dit: «Va travailler là-bas» Ouais. et donc je suis dans un club de vacances. Pour ça, je trouve que l'expérience de la vie, elle est rigolote. J'ai un gars qui s'appelle Georges Mmh. et qui est peintre. Je pense que Georges, entre toi et moi, je pense que Georges m'avait à la bonne parce qu'il aimait les garçons. D'accord. Pour être très honnête. Je l'avais pas trop identifié à l'époque, pour être très honnête. Je dis: «Bah, il m'aime bien parce que je suis sympa», tu vois? Mais je pense avec du recul, bon voilà et il me dit: «Je vais t'inviter au restaurant». Je dis: «Au restaurant?» Il me dit: «Moi, je mange jamais au restaurant», tu vois? Donc j'étais animateur et cetera, je donnais des cours de tennis, j'étais pas trop mauvais au tennis et on mange avec lui et ce gars-là, il me dit: «Est-ce que tu connais un peu comme ça le travail sur le mental?» Je dis: travail sur le mental, bah, je fais mes études», enfin, tu vois? Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, ça personne ne le sait. Je Incroyable. mange avec lui, Parce qu'il faut comprendre également qu'à l'époque, ce type d'infos, on ne l'avait pas. mais non, Aujourd'hui, tout le monde parle de coaching, de développement personnel, mais à l'époque, c'était rare d'avoir ce type d'infos. Donc, mais non, mais il y avait pas d'internet. non, mais c'est ça. C'est Il y a pas d'internet et il me dit: «Il y a, ma cousine qui m'a, proposé, un livre». OK. Je dis: «OK, c'est bien. Tu parles l'anglais?» Je dis: ça» et il me dit: «Je vais t'offrir un livre». Il dit: «C'est un bijou, c'est un vrai cadeau que je vais te faire, que ma cousine m'a proposé et c'est l'une des premières éditions d'impression dans son domaine». OK. Je dis: «Waouh» et il me dit: «Je te l'offre» et moi alors ce que je vais dire, c'est très intime aussi, c'est que moi à l'époque, j'étais français et en France, tu ne payes pas l'information, tu ne payes pas le conseil. Autant en Amérique du Nord, au Canada, un conseil, combien je te dois? Tu vas dire à un Français une formation gratuite, c'est normal et un conseil, c'est normal, tu vois? Et moi à l'époque, bah, c'était normal, c'est un livre, ça vaut rien la connaissance, tu vois? Et ce livre-là, c'était quel livre à ton avis? Hem, je sais pas de C'est le livre, l'un des livres les plus connus dans notre métier. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Ouais.
Magnifique. Et ce livre-là, il est évalué aujourd'hui à plus de 10 000 euros. C'est l'une des premières impressions et je l'ai avec moi. Ouais. Et il est dédicacé au. Incroyable. Et moi, mais je n'avais pas conscience, Ouais. l'imbécile que je suis moi. Je dis, c'est sympa. C'est quelques temps plus tard que j'ai compris. Et il me dit, voilà, c'est Napoléon Hill, il est super connu aux États-Unis. Il me dit, il y a un autre gars qui est très bien et qui s'appelle Jim Rohn. D'accord. À l'époque, il fait de la vente. Tu sais, il était dans MLM, etc. Il me dit, il fait des cassettes vidéo. Ok. Ah, je dis, sympa, bah, tu peux m'en avoir. Et il me dit, tu dis quoi? Elle dit, non, là, tu vas les payer, Tu celle-là. vas le payer, clairement. Oui. Il me donne le prix, c'était des francs français à l'époque. Pour faire court, c'était l'équivalent aujourd'hui de 5 000 euros. Waouh. Tu vois. Donc, long story short, je lui ai payé. Il les a commandés par sa fameuse cousine. Je les ai reçus. Et ça a ouvert. Alors, à l'époque, c'était des cassettes, Ouais. des Walkman à travers. On prenait un mot sur 40. Mais et voilà, le travail s'est fait comme ça, petit à petit. C'est rigolo, hein? Et non, mais c'est incroyable. Et donc, tu commences à lancer tes premiers séminaires. À quel moment? Alors, en fait, ce qui se produit, c'est que c'est pour ça que j'ai du mérite, oui, non, pas vraiment de mérite, parce que je suis journaliste à la télévision, l'homme trompe. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, il est 19h55, Ouais. blablabla, tu vois, Ouais. mon rôle de. Déjà, t'as un avantage. Oui, La communication, oui, voilà. présenter. J'ai appris à maîtriser la caméra, Exact. le regard, Exact. le direct. Exact. Je sais que c'est une qualité et c'est une compétence. Et beaucoup d'ailleurs de chefs d'entreprise, on le tracte devant la. Ouais. Moi, on m'a dit que beaucoup de PDG, ils avaient peur de la Oui. caméra. Ben oui. Eh oui. Donc là, pour faire court, je passe 13 ans Mhm. dans le journalisme avec ma carte de presse 75-223. J'ai encore la carte de D'accord. presse dans la tête, tu vois. Et j'ai pas trop de mérite parce que je parlais à la télé et un jour, enfin, je faisais des personnalités avec un peu d'expérience. Mhm. La chaîne me confiait de plus en plus de personnalités. Et puis peu à peu, voilà, des gens très connus, peu importe les noms. Et un jour, j'ai un directeur de cabinet, par D'accord. exemple, qui me contacte. Monsieur Nicolas, voilà, mais pas sur mon téléphone, par le biais du standard. Ok. Voilà, c'est une demande un peu spéciale. Vous avez reçu hier monsieur machin. Vous étiez un peu. Il vous l'a dit hier soir. Je dis oui, il m'a dit que j'étais un petit peu rude, mais je lui dis c'est un peu mon métier de poser des questions, voilà, comme ça. Il me dit écoute, non, c'est pas un problème. Est-ce que vous accepteriez de boire un café avec monsieur machin quand ça vous intéresse le mois prochain? Excellent. Je dis D'accord. alors moi, dans ma Hein? tête, le journaliste français, mais je ne me fais pas acheter. Ah, toi- T'as les gars, arrête, s'il te plaît, dégonfle. Cool, mec. Et je dis oui. Au final, je dis oui. Ok. Et je lui ai donné des conseils de média-entraînement, prise de parole en public. Mais ça, le mot est passé. Et j'ai de plus en plus de gens qui me demandaient la même chose. Et un jour, je me suis dit, mais Et des hommes politiques. oui, D'accord. beaucoup d'hommes politiques. Et je me suis dit, c'est un métier, ce truc. Ouais. Peut-être que je peux facturer pour ça. Parce que rappelle-toi mon enfance. Moi, j'arrête de 3 cacahuètes, quoi. Donc, du coup, facturer pour ça, mais non, c'est un conseil, ça me fait plaisir. Exact. Et voilà comment j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la formation et qui, peu à peu, m'a amené des revenus substantiels. Tu vois, c'est-à-dire que, comme journaliste, je gagnais 2200 € net par mois. C'est clair. C'est clair. Et je facturais, je dirais, le média entraînement, le prix de ce que je facturais au mois. Ouais. Je gagnais. Mais tu sais, juste pour désolé de t'interrompre, Ouais. mais j'étais prof, agrégé, je gagnais 2000 €. Et puis, je suis invité par des banques pour donner des conférences, payer 1000, 2000 € l'heure. L'heure! Et pour un prof qui gagne 2000 € sur un mois, tu te dis, et là, je te comprends, c'est-à-dire que pour nous, quand tu as un salaire, tu te dis, c'est pas possible. Et après, tu comprends qu'il y a un autre monde. Exactement. Mais j'avais le syndrome de l'imposteur. Exact. Je n'osais pas facturer. Toi aussi? Mais oui, mais parce que c'est le mindset français. Ouais. Alors après, avec toutes les connaissances aujourd'hui, Exact. nos formations, Ouais. celles d'autres, Ouais. la nouvelle génération s'y met au pas tout de suite. Exact. Dire aujourd'hui, tu as 25 ans, tu fais 10 millions, c'est pas rare, tu vois. Normal. Ouais. Parce qu'il y a eu le transfert de connaissances, de compétences, de savoir, de techniques, de mindset, d'attitude que nous, on n'a pas eu. C'est-à-dire que moi, à l'époque, de facturer 2000 l'heure, c'est. Enfin, je veux dire. Ouais, t'as c'est pas beaucoup. T'as pas honte, quoi. T'as pas honte, non, mais c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, c'est. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et un jour, j'ai posé une question sur quels sont tes projets, qui tu voudrais être dans les 5 prochaines années. Et l'homme politique en question, Intéressant. Oui. voilà, une personnalité, a été choqué. D'accord. Parce que ça faisait secte, juste cette question-là. Et je me suis dit, là, il y a un travail à faire. Et voilà comment, peu à peu, je me suis trouvé très mauvais comme formateur.
Et tu sais pourquoi? Parce que je l'ai formé au média entraînement, prise de parole en public, pour un ancien bac, c'est rigolo. Et ils sont tombés en gestion de crise, parce que c'était leur quotidien, et il était mauvais. J'ai dit, bah, c'est moi qui me suis mauvais, parce qu'il n'applique pas mes conseils. Donc, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour ce métier. Je suis un mauvais coach, je suis un mauvais formateur, j'arriverai jamais, t'as un tocard, boum, terminé. T'es pas fait pour ça, mon pote. Allez, ciao. Et en fait, je me suis dit, waouh. Et là, j'en ai parlé à mon mentor qui était Daniel Dugout. Mon mentor, c'était pas du tout des gens connus, tu vois. Les gens fabulent des fois. C'était cet homme avec qui je parlais toutes les semaines et de nombreuses heures par semaine. Et il me dit, non, Franck, c'est parce que ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes, tu te rappelles, on en a parlé, qui reviennent. Et il faut que tu travailles là. Tu peux pas changer une personne juste en la formant. Non. C'est des années de travail. Donc des croyances limitantes et des blocages. Et donc, non. Exactement. Donc, il me dit, il faut travailler non pas sur le subconscient, qui n'est pas un travail pour lequel tu as été payé, mais sur lequel il a beaucoup travaillé avec moi. Travaille plutôt sur le non-conscient. Et ce qui est souvent un peu le travail, les fondations du coaching. Tu sais, un psychiatre, un psychologue, un médecin travaille, enfin, de la santé mentale, travaille du passé vers le présent. Le coach, il travaille du présent vers le futur. Et il me dit, tu pars du présent avec eux. Mais peut-être qu'il y a des petites couches intéressantes de non-conscient. Et voilà comment j'ai peu un peu implémenté le coaching et des questions ouvertes, avec des silences, avec des feedbacks. Et après, je me suis formé au milieu du coaching dans plusieurs écoles dans le monde. J'en ai pas fait qu'une. Et puis voilà comment peu à peu ça s'est révélé à moi. Je me suis dit, mais non seulement je kiffe, c'est-à-dire qu'à la fin, il me dit, mais comment je peux te remercier? Ben, c'est-à-dire que tu m'as déjà pas mal remercié. Tu m'as remercié, tu vois. Mais tu vois, aujourd'hui, tu dis que tu as 5-10 millions, dire tu as 25 ans, c'est normal. Et puis, on est beaucoup dans les KPI. Non, c'est pas normal, mais ça existe. Tu vois, c'est pas normal. Non, oui, c'est vrai. Dans notre métier, il y a des personnes qui sont super jeunes, tu vois. Et alors, oui, pas normal, mais qui se disent, bon, finalement, ils sont beaucoup dans les OKR, les KPI, etc. Et moi, j'ai jamais été trop là-dedans, tu vois. Moi non plus, hein. Et je me suis dit, bon, je kiffe. Il me demande comment il peut me remercier. Peut-être que je pourrais en faire un métier. Et voilà comment j'ai démarré peu à peu cette activité de coaching, tout naturellement en formant des gens sur la prise de parole en public. Donc, tu vois, ça s'est fait de façon très organique. Incroyable. C'est pas quelque chose de waouh. C'est pas j'avais envie de devenir. Non, ça s'est révélé. Les occasions, les opportunités qui fait que tu es devenu. Et en fait, je me suis révélé par la demande qu'on me formulait, quoi, finalement. Et je me suis dit, je suis bon dans ce domaine. Incroyable. Et là, tu donnes des conférences incroyables devant des milliers de personnes. Tu as une énergie de dingue. Il y a qu'à regarder tes vidéos. Non, mais c'est un truc de fou. Et justement, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux personnes qui participent et toi également? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces séminaires de dingue? Alors, la première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu n'as pas eu le trac? Et en fait, le fait de parler à la télévision tous les jours, j'étais un petit peu habitué à ce direct. Mais surtout, mon approche mentale, c'est de me dire je suis là pour servir et pas pour prendre, et pas pour parader. Donc, en fait, dès que j'arrive sur la scène, alors je suis galvanisé à fond, c'est très positif, mais je suis là pour les aider, pas pour parader. Voilà pourquoi souvent, d'ailleurs, beaucoup de confrères aux États-Unis qui s'habillaient de cette façon-là, et je trouve que ça m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que je m'habille souvent de façon sombre, pour pas trop attirer l'attention. Tu vois, ce que le blanc, etc. Et notamment les premiers contacts. Pour tu mets des chaussures oranges, et elles ressortent bien. Exact. Et là, je dis, bon, voilà, j'essaie de mettre des tenues un petit peu sombres, et je suis là pour donner. Ce qui fait que j'ai pas le trac. C'est pas parce que je suis fort. C'est parce que j'arrive sur la scène comme je suis en train de te parler en ce moment. Tu aimes ça, et tu sais que ça a un impact. Et je suis là pour partager avec eux. Et si tu savais en fait, c'est là où j'ai pas trop de mérite, c'est parce que je cache pas à mon audience qui je suis. Je suis moi-même. Et quand tu arrives sur une scène et que tu es toi-même, alors évidemment, on a un programme, on sait le point A et le point B en termes d'évolution, on sait les questions à poser, etc. Mais lorsqu'on arrive sur scène et qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, ça joue le jeu, ça pèse dans la balance, et que tu sais exactement ce qui va se produire dans la scène, tu sais ce qu'ils vont vivre, mais c'est un plaisir. Après, tu as des gens aussi qui ne sont pas dans ce point de force. Moi, je suis un gars qui aime donner, qui aime parler, qui aime donner l'énergie sur une scène ou devant une caméra. Dans la vraie vie, je suis plutôt un étudiant. D'accord. Je suis plutôt un étudiant, c'est-à-dire que je ne parle pas tant que ça dans la vraie vie. Tu sais, on a énormément de points communs.
énormément. Non, mais c'est fou, c'est fou. Tu sais, moi aussi, dans la vraie vie, je suis enfin, j'ai envie de dire un introverti et je suis un étudiant. Ouais, toi. Incroyable, incroyable. T'es mon frère. Et voilà. Mais, non, mais c'est incroyable. Ouais. Et par contre, sur scène, t'es une bête de scène. Oui, parce que je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je laisse exploser tous les défis qui m'ont retenu dans ma vie et j'ai mon passé qui revient comme une fusée Ouais. et pas comme un boulet. Ouais. C'est-à-dire que mon passé, c'est mon meilleur allié. C'est pas du style j'en ai bavé, je vais vous en faire baver, pas du tout, Non. parce que c'est l'inverse. Non. C'est Je vais vous montrer, je vais vous aider. comment vous en sortir vous aussi, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et aujourd'hui, je sais que dans le marketing, on est énormément dans la strat, Ouais. allez, t'as combien de closers, t'as combien de leads, machin, ok, ta page de transformation, t'es à 40%, 50% de leads. Si tu savais, ça va te choquer, comme ça m'emmerde tout ça. C'est pas kiffant pour moi. Ah, mais moi aussi. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, sur la scène, mon équipe met sur la scène et je suis comme un poisson dans. Bravo. Et les gens me disent, mais est-ce que t'as mal au dos à la fin? Je suis Bien sûr. tassé. T'es mort. Je ne leur dis pas, mais je suis cassé. Mais où? Tu sais que je suis cassé. Non, mais je sais. Mais tu sais, j'ai donné des séminaires. Je sais que 2 jours, 3 jours. J'ai lessivé. J'ai mal au. Mais où? J'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Mais à la fin, je me dis, yes, Ouais, c'est magnifique. je l'ai fait. Et alors, on va parler des coachs, du développement personnel. Et il y a justement cette idée selon laquelle c'est super bien pendant l'événement, mais après l'événement, il y a un effet. Oui. Voilà. Oui. Les gens se dégonflent, Oui. ils sont super contents, Oui, etc. oui. Et après, il n'y a plus rien. Alors, Oui. bien évidemment, on pourrait dire oui, mais l'événement, c'est le début. C'est comme quand tu lis un livre ou tu as un diplôme, ce n'est pas une fin. En France, c'est vrai que dès qu'une personne a Polytechnique, dès qu'elle est énarque, elle se dit j'ai réussi dans la vie, elle arrête de bosser. Alors que pour moi, un diplôme, un séminaire, une formation, ce n'est que le début. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense d'abord que le premier point, c'est que à l'époque, et c'était il y a 20 ans, j'ai fait mon premier séminaire, c'était Lyon 7e, dans une école. Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'étais prof dans des écoles de commerce. Incroyable. Ouais. Notamment. Et donc, je donne ma première conférence, il y avait 150, 200, 300 personnes à peu près. Lyon 7e, à Vèze. D'accord. Je te donne les références parce que c'est marqué dans la tête. Oui. Et à l'époque, j'ai quelqu'un qui vient me voir à la fin, c'est un ancien confrère. Et le premier article que j'ai eu, c'est « Si vous aimez les pasteurs évangéliques protestants, allez voir Franck Nicolas ». D'accord. Ok. Voilà, c'était rigolo. Vive les journalistes. Si vous aimez les grands messes de protestantes, allez voir Franck Nicolas. Je dis waouh, top, Sympa. Et il y a ce confrère très connu qui vient me voir et qui me dit écoute, ce que tu fais là, c'est choquant et ça ne marchera jamais. Je dis ah bon, c'est intéressant. Pour quelle raison? Il me dit parce que les Français sont trop coincés. Je dis coincés? Ah, c'est intéressant. Ouais. Et quand il y a quelque chose sur lequel j'ai besoin de confirmation, je dis qu'est-ce que tu veux dire? La phrase qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne comme astuce, elle est géniale. Dites qu'est-ce que tu veux dire? Disons bien sûr. Avant de porter un jugement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit les Français sont coincés. Le savoir-être ne les intéresse pas. Il n'y a que les skills, le savoir-faire qui marchera en France. Comme ça a toujours marché et tu vas te planter. Il dit ça va lui dire détends-toi. Tu vas te détends-toi. Et il y a un mépris. Alors, je pense que ça commence à évoluer, mais à l'époque, énormément. il y avait un mépris à l'égard des Américains. C'est-à-dire une certaine condescendance, surtout de la part du monde intellectuel. Ouais, c'est vrai. Les Américains, ils sont les. Nous, on est. Et au final, les Américains, le plus grand nombre de prix Nobel, c'est aux États-Unis. Ouais. Les plus grandes universités, les plus grands chercheurs, les plus grandes découvertes. Tu as raison. Et on voit bien que, oui, le côté rationnel, c'est bien, mais le côté mindset, c'est encore mieux. Et parce que notre capacité à rebondir, la réussite, le jeu de la réussite, c'est pas d'éviter les coups durs, les échecs, c'est de s'y préparer. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Et toutes les personnes qui réussissent, est-ce qu'elles chutent? Bien sûr, bien sûr. Mais elles ont beaucoup chuté avant de réussir. Mais oui. Ouais. Donc, beaucoup d'Européens notamment pensent qu'il eût été préférable de ne pas avoir de chute parce que va dire rétro satanas, c'est pas bien, ou de fermeture d'entreprise, j'en ai planté plus d'une, je veux dire. Ouais. C'est surtout de faire de point A à point B de façon très linéaire. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, ils lisent un livre à 2,50 $, désolé, il dit je suis anormal. Donc, ça veut dire qu'il y a certains livres alors qui ont fait du bien, mais du tort, comme le livre Le Secret, a été une catastrophe. D'accord. Une catastrophe pour beaucoup de gens, pas pour moi.
de Rondac, et où le projet, tu sais que le projet de livre Le Secret, elle a passé c'était un livre marketing, le premier livre viral dans le domaine, et elle passait des coups de téléphone. Moi, l'un de mes copains, c'est Jack Canfield, et il m'a expliqué comment ça s'est passé. Lisa Nichols, elle a été appelée. Lisa Nichols a accompagné Jack pour l'entrevue. Il ne savait absolument pas de quoi ça allait parler, un petit peu de loi de l'attraction, etc. Et Jack dit à Lisa, bah, tu veux faire un petit bout d'entrevue? Si tu veux. Enfin, ça s'est fait comme ça. Mais il n'y a qu'aux États-Unis que cette magie peut prendre. Parce qu'avec une audience monumentale. Non, mais c'est fou. Et c'est un livre viral. Mais il y a des gens qui se sont dit, ça marche pour beaucoup de gens, et notamment en Europe francophone, mais ça ne marche pas pour moi. Ça veut dire que je suis encore nul et que je suis foutu. C'est-à-dire que ça marche pour tout le monde et pas pour moi. À ce point, je suis mauvais ou je suis mauvaise. Et ça a découragé encore plus les gens. Donc voilà pourquoi, dans mes séminaires, bien sûr que mon travail se base beaucoup sur l'énergie, parce que de l'énergie va découler la clarté, la créativité, cette capacité de prendre du recul, de faire réduire justement cette fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle, c'est le pire ennemi d'un entrepreneur, la fatigue décisionnelle. Ce n'est pas le manque de skills, c'est le fait au bout d'un moment de se dire « je ne sais plus quoi faire ». Et explique, c'est magnifique ce que tu viens de dire, mais j'ai envie que tu développes. C'est quoi la fatigue décisionnelle? La fatigue décisionnelle, c'est d'être obligé de jongler avec ses doutes à chaque moment et de se dire, quand j'ai une petite entreprise qui fait 100 000 ou moins d'1 million, chaque décision est quasiment vitale. C'est-à-dire que tu dois composer non seulement avec le plus compliqué dans n'importe quel métier, c'est pas le métier en lui-même, c'est pas de faire ton métier, vous vexez pas, mais imaginons tu es secrétaire, c'est pas ton métier de secrétaire, c'est pas ton métier d'entrepreneur de faire des cours, c'est pas ça qui est compliqué dans nos vies d'entrepreneurs, c'est de composer avec la nature humaine des autres, c'est de composer avec les autres, c'est-à-dire l'humeur, l'état d'esprit, donc puis le bruit, et puis le fait qu'on ait le syndrome de l'objet brillant, on a plein de choses, plein de pistes, et à un certain moment, on se fatigue et on est incapable de prendre la bonne décision. C'est le manque de focus qui nous épuise, parce que le multitâche performant n'existe pas. On n'est pas programmé pour faire du multitâche, on est obligé de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la fatigue décisionnelle, c'est ce qui, je l'ai vu notamment pendant la période de Covid, j'ai été contacté par des confrères. J'en ai accompagné quelques-uns. Mais ils étaient au bord du gouffre. Quand je dis bord du gouffre, c'est pas bien du tout. Et c'était cette fatigue décisionnelle, c'était pas autre chose. C'est parce que I'm the low. Et au bout d'un moment, on joue le super-héros, mais on se détruit de l'intérieur et on n'accepte plus rien. Et la fatigue décisionnelle, c'est de se dire à un moment donné, je dois composer avec la psychologie autour de nous. Donc, c'est pas le savoir-faire qui est plus complexe dans nos vies de tous les jours, de leaders et d'entrepreneurs. C'est même pour les étudiants. C'est le savoir-être qui est la clé. Donc, voilà comment aujourd'hui, quand on travaille sur son mindset, c'est le premier investissement. À l'époque, ça faisait sourire. Maintenant, ça fait pleurer parce qu'on ne le fait pas. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as des succès de librairie sur le mindset. Le livre de Giordano qui a été vendu à 2 millions. Bien sûr. C'est du mindset. Mais ton livre est magnifique. Oui, merci. Et ton livre encore plus. Mais dommage, on n'a pas amené les livres. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, ton dernier livre, c'est un carton. Ça m'a mal marché. Et surtout, c'est cet état d'esprit qui est important pour moi et que je tente de transmettre cette image en disant aux autres, travaillez d'abord sur votre mental parce que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que je fais tous les jours. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à une personne, au-delà de suivre tes formations, ils doivent suivre tes formations, quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui sont justement perdues et qui veulent trouver ou donner un sens à leur vie? Je crois que le premier élément, c'est d'accepter de faire le point sur soi-même et de faire une pause, mais une pause accompagnée. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on vit soi-même et qu'on est en train de faire un tango avec des luttes intestines avec nous-mêmes, le pire ennemi qu'on va avoir, c'est nous-mêmes. Et alors là, tu as beaucoup d'hommes dans ton audience? Beaucoup. Oui. 80%, 90%, je pense. J'ai également pas mal de femmes, mais surtout dans le domaine de la finance, plus masculin que féminin. Donc, je vais adopter un discours qui va leur parler. Le plus difficile, c'est pour un homme notamment, parce que les femmes, c'est encore autre chose. Pour un homme, le plus compliqué, c'est l'inaction. C'est pour ça qu'Agir, j'ai adoré ton best-seller, number one. Merci. Parce que agir, c'est tellement vrai. C'est ça. C'est-à-dire que, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais désolé. C'est que
quand vous commencez à aller mal, faites en sorte d'avoir un agenda complet. Ouais. Un agenda complet. Un homme qui ne passe pas à l'action. Sur des actions, alors ça peut être par exemple une action, ça peut être je vais au club de sport. Ouais. Ça, c'est une Des action. petites actions. Je vais au club de Je sport. suis d'accord. Moi, je vais au sport tous les matins. Ouais. On va en parler. J'ai une d'accord, question à d'accord. te Ah, poser ok, sur le très bien. mais- Bon, ouais. le premier point, c'est l'action. Ok. Mais pas dans le sens, tu es fatigué, tu fais un burn-out, bah, vas-y, descends encore plus dans la déprime et brûle-toi. C'est pas se brûler l'action, c'est choisir d'agir en fonction d'un objectif qu'on a choisi. C'est ça qui est différent. Donc, lorsqu'on n'est pas bien, l'idée, c'est d'être obsessif. Ouais. Quand tu es obsessif, tu gagnes cette partie. Et la partie, c'est quoi? C'est le vagabondage des idées. Ouais. Quand tu commences à vagabonder, tu es ton pire ennemi. Mmh. Ton cerveau est la pire des salopes. Comme la meilleure des amies, Ouais. mais c'est une salope. Au bout d'un moment, cette boîte crânienne, tu sais, notre cerveau, il fait 1.2, 1.3 Ah, clés. tu peux être très riche. Même moi, l'année dernière, je suis passé par un moment difficile et j'étais en mode mini déprime Ouais. parce que j'ai eu quelques petits soucis personnels. J'ai eu une pneumonie l'année dernière, Wow. saloperie de pneumonie. Wow. Et donc, je suis passé par un moment de déprime. C'était quoi En fait, l'idée c'est qui avait provoqué Mon la déprime? cerveau, je pense que j'étais fatigué, j'ai pas arrêté de travailler. C'était un sentiment J'étais d'impuissance, épuisé. c'était un sentiment de choix, de manque de clarté. Impuissance. Et également, surtout, je savais pas où j'allais. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, je vais simplifier un maximum les choses. Et à un certain moment, en fait, même si tu as tout, bon, j'estime être chanceux, bah, ça peut également te travailler. Exactement. Et c'est pour ça que c'est super important. Et tu sais ce qui se produit à ce moment-là? Tu peux me permettre? Bien sûr. Ce qui se produit, c'est que tu as ton cortex néofrontal qui se déconnecte. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées par l'université de Duke aux États-Unis il y a très longtemps, hein, il y a 14 ans qu'on le sait maintenant. C'est pour ça que je travaille toujours sur l'énergie, puisqu'on commence par l'énergie. Qui a fait un test avec deux types de catégories d'êtres humains, hommes et femmes confondus, même type d'âge, deux groupes qui déprimaient fort. D'accord. Un groupe qui a été sous antidépresseurs, Ouais. donc médicamentation, chimie, et un autre groupe, pas de médicamentation, mais sport. À ton avis, qu'est-ce qui s'est produit? Bah, médicamentation, ils n'ont jamais réussi à se relever, et sport, c'était Ouais. le meilleur remède. Bah, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que à la fin de la cure, le résultat était le même. Ok, d'accord. La déprime, pour être très honnête, la déprime avait chuté. Ok. Chez les deux. Chez les deux. Ok. Le nombre de points, j'en sais rien. Toi, Ouais. tu serais capable de dire le pourcentage, moi, je ne me Ouais. rappelle pas. Mais ce qui est intéressant, écoute bien, Ouais. c'est qu'il n'y avait quasiment pas de rechute chez les gens qui faisaient du sport. Voilà, c'est ça. Parce Tu vois, qu'ils ont repris les choses en main. exactement. C'est-à-dire que si tu demandes, alors ça va faire bondir les psys, mais on travaille chez Club avec des psys. On a des partenaires qui sont psys, d'accord? C'est pas du tout notre métier, on ne se prend pas pour des psys, et surtout pas moi. Je te dis, ils travaillent surtout du passé vers le présent. Et on a des psys dans notre école de coaching. Excellent. Donc c'est intéressant parce que lorsque tu as une personne qui est mal, qui déprime, et c'est peut-être ce qui t'est arrivé, et c'est d'où ce sentiment d'impuissance, c'est que l'amygdale cérébrale, ici au centre, on a deux amygdales, une ici et une là, elle joue le rôle d'un disjoncteur, si tu veux. Et lorsqu'il y a une pression qui est trop énorme, elle déclenche. Je donne un exemple. Tu voudrais un exemple? Bien sûr. Tu es dans la forêt. Moi, j'ai la chance d'être coaché par Franck Nicolas en direct. Bien sûr que je veux des exemples. Vas-y. Donc, tu es dans la forêt, mais surtout, je le fais cool, relax. Ouais, Tu vois, non, mais je sais, cherche je à sais. impressionner personne. Non. Ok. Donc, tu es dans la forêt, tranquille, et tu prends des photos. Tu te dis, D'accord. putain, c'est sympa. Ouais. Moi, je suis un passionné des vieux chênes. Ah, tu prends les photos. Et d'un seul coup, tu as un ours brun, tu es au Canada, par exemple, qui te fonce dessus. Mais tu as un appareil photo à 10 000 balles dans la main. D'accord. Le truc, que même si je te le touche, tu vas le rayer, tu vas en prendre une. Tu lâches l'appareil photo instantanément et tu pars. Qu'est-ce qui vient de se produire? Ton amygdale cérébrale vient de déclencher et a laissé toutes les rênes au cerveau reptilien, le cerveau le plus âgé, vital. C'est-à-dire que quand tu dors, c'est lui qui pilote la maison, tu vois? C'est lui qui contrôle, c'est vital. C'est-à-dire que c'est même pas le limbique, l'émotif, ou le plus récent, le néocortex. Ça veut dire que lorsque tu déprimes, Tami, ton cortex préfrontal, ici, il fonctionne moins. Tu regardes à l'IRM, le flux d'énergie, le flux de connexion synaptique est quasiment réduit de 30 à 40%. Donc, c'est comme si tu demandais, c'est pour ça que je dis parfois, la psychologie est très bien, est essentielle. La psychothérapie, la psychiatrie, j'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est là où je m'arrête, c'est que de demander à quelqu'un de raisonner sur son passé, alors qu'il est en totale déprime et que son cortex préfrontal ne fonctionne plus,
c'est pas ma façon à moi de travailler. L'idée, c'est d'abord de ramener de l'énergie, le flux sanguin, déconnecter justement cette amygdale cérébrale, pour faire simple, cette urgence. Ah, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Oh, oh, cool, 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 cool. Donc là, dans mes séminaires, on bouge, on danse, on rit, on partage. Et yes, yes, yes. Toi, c'est de l'énergie. Et là, toutes les recherches le démontrent, et pas les miennes. Et là, tu reviens un petit peu et tu parles avec des gens. Et le fait de parler avec d'autres personnes, à toi aussi, mais moi aussi. Donc, le ballon se dégonfle pour faire court, pas du tout sans aucun terme scientifique. Et au bout d'un moment, quand tu travailles pendant 3 jours, c'est le format, eh bien, tu vas avoir des hommes et des femmes et à ce moment-là, tu leur poses des bonnes questions. Une fois que l'énergie va mieux, il y a plus de clarté. Et là, tu commences à trouver tes propres solutions. Et c'est l'objet du coaching. Le coaching, ce n'est pas une conférence, c'est de poser des questions au bon moment. Et dans mon modeste travail, je fais travailler mon audience en posant des bonnes questions. Et voilà comment, je pense notamment à une participante qui était dans un état catastrophique. J'ai plein d'exemples. Elle a créé une application qui cartonne justement dans le milieu de la spiritualité, mais à la suite de ce séminaire. Mais elle était au fond du gouffre. Pourquoi ? C'est pas parce que je suis bon, c'est parce qu'avec cette énergie-là et ce protocole de coaching, là oui, c'est vraiment calculé. Les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes idées. Donc, ce qui s'est passé, pour faire court, c'est que cette fatigue décisionnelle a mis en alerte complet ton mental. Et au bout d'un moment, pour quelqu'un qui est rationnel, l'une des qualités fortes, c'est quelque part le contrôle. Et tu t'es dit, mais là, tu es d'accord. Et là, tu t'es dit, je contrôle plus. Vrai ou pas ? Vrai. Et là, je contrôle plus. Et là, pour quelqu'un qui est, parce que tu es exigeant, et d'abord avec toi-même, hein, tes affaires sont bien rangées, toi. Hein ? Non. Alors, elles sont pas bien, mais je suis exigeant. Oui. Mais c'est le bordel dans ton placard. Oui. En fait, les gens les plus exigeants ont le sentiment de ne pas l'être suffisamment. Donc ça, c'est intéressant. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas supporter ce manque de contrôle. Et il y a une chose qu'on ne contrôle pas, c'est l'emballement de nos émotions qu'on ne reconnaît pas même dans l'instant et qu'on n'arrive pas à identifier, parce qu'une manière, on ne raisonne plus. Et ça, c'est un engrenage. Et ça arrive juste à 99,999% qui ont ton profil. D'accord, intéressant. Vraiment. Ok. Et ce sont les gens les plus, c'est pas négatif dans le contrôle et très cognitifs, qui vont souvent avoir de gros problèmes d'emballement parce qu'il y a cette perte de contrôle. Ouais, intéressant. Non, mais justement, c'est un peu ce que j'ai vécu. Et bon, j'ai eu quelques petits soucis personnels. Et puis, je pense en ras-le-bol, beaucoup de travail, genre vraiment beaucoup de travail. Et puis, il y a eu ma pneumonie. Alors là, ça a été C'est la conséquence. bien sûr, de sommeil, Les défenses immunitaires. fatigue, pas de défense immunitaire. Et là, j'étais KO. Tu sais, Et donc, une semaine à l'hôpital à Dubaï. J'étais vraiment dans un état catastrophique. Et là, je me suis dit, mais j'ai pas su ça. relève-toi. Ah oui. Mais Mais t'es je l'ai mis sur la prochaine fois, je t'appellerai. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Mais non, c'était catastrophique. Et puis, sport, alimentation. Et là, ça va super bien. Et c'est-à-dire que tu dois reprendre le contrôle des choses et simplifier les choses. Simplifier les choses, c'est-à-dire tout ce qui me bouffe de l'énergie, j'en veux pas dans ma vie. Donc là, justement, tu réduis la fatigue décisionnelle. Voilà. Tu te focalises sur l'essentiel. Incroyable. Focus sur l'essentiel. Point. Ce que tu as vécu maintenant, la plupart des gens dans ton profil, notamment, parce que c'est pas uniquement le seul profil, le vivent à un moment donné et parfois c'est répétitif. Et peu importe qui, mais ça arrive à beaucoup de gens, mais la personne était prête à se fiche en l'air, quoi. Ouais. Et on va arriver justement à ce point, et c'est une très bonne transition pour le sport, la santé. Je te suis depuis des années et à chaque fois, je vois des vidéos. Bon, les amis, ne mangez pas ça, il y a du sucre. Voilà, il faut bien s'alimenter. Et c'est génial parce que c'est de la pédagogie, de l'éducation. Sachant qu'aujourd'hui, tu vois un petit peu les podcasts américains les plus à la mode parlent de l'alimentation, de la musculation. Et toi, ça fait depuis 10 ans que je te suis, même plus. Oui. Et tu en parlais déjà. Et tout le temps, tu en parlais. Voilà, il faut bien manger, il faut. Et tous les jours. Donc, justement, j'ai plein de questions à te poser. Allez, allons-y. T'es partant? Donc, déjà, sport, musculation tous les jours. Quasiment ou 6 fois, 5 fois par semaine. Et pourquoi la musculation? Tu sais, d'ailleurs, la question pourquoi, il y a un jugement. Non, mais enfin, pas de ma part. Il y avait peut-être. Est-ce que tu fais de la musculation? Oui. Oui, ok. D'accord. Donc, l'idée, c'est la première des choses qui a été un déclic chez moi,
c'est que pendant ma période où j'étais journaliste, j'étais prédiabétique. D'accord, intéressant. Donc je faisais beaucoup plus de poids que maintenant Intéressant. et je ferai jamais voir de photos Waouh! de l'Elephant Man que j'étais. Non, mais c'est dingue. J'ai un Ouais, Elephant Man, tu nous donnes des non, mais c'est incroyable, incroyable. j'ai personne. Non, J'étais prédiabétique. promis, ne dire à personne. Quelques points, j'étais diabétique. Pour les 500 000 abonnés, là. Prédiabétique, c'est ça la vérité. Non, mais je t'ai dit que je suis pas Superman. Je suis pas Superman. Non, mais Donc j'étais prédiabétique. OK. Je présentais mon journal le soir en direct à 19h30. Je finissais à 19h55. OK. Et ensuite, c'était d'autres émissions, mais le journal d'actualité, 19h30 en direct. J'étais obligé, je mangeais tellement mal. Et je vais te dire pourquoi je mangeais mal. Parce que dans ma famille d'Italiens, Ouais, j'étais obligé de manger des pâtes presque tous les jours. ouais, Et manger des pâtes, c'était faire plaisir et honneur à ma famille. c'est ça. Obligé. Non, mais Et les gnocchis avec de Ouais. la farine Ouais. blanche Oh là là. et des pommes de terre, chute de glucides immédiatement dans les 60 minutes. Et donc, j'ai gardé cette habitude jusqu'à l'âge de 25-28 ans, D'accord. où je mangeais des pâtes tous les jours, mais je ne faisais, je vous dis la vérité, je faisais aucun lien entre le fait de bouffer des pâtes. C'est-à-dire que tu prends, Ouais. je dirais, 50 grammes, c'est tout ce que ton corps est quasiment capable d'assimiler comme sucre. Et au-dessus, si tu es jeune, si tu es limite, ça va bien. Ouais. Et je mangeais des emplastres de pâtes avec de la crème fraîche, avec 150 grammes à 200 grammes de fromage râpé, avec des lardons, pour le mec qui est végétarien, avec des lardons à l'époque, et je dormais, écoute bien, alors là c'est là où j'ai honte, mais je vais le dire. J'étais obligé de faire une sieste entre 1 et 2 heures, entre midi et 2. Donc j'arrivais dans la rédaction à 15 heures, j'avais la tête d'un enfariné, c'était pas bien, et en direct, bonsoir à tous, j'avais la bouche pâteuse. Donc j'arrive là encore d'une expérience que j'ai vécue. Incroyable. Ouais. Ouais. Et Non, mais c'est pour ça que je voulais te poser ces questions. Incroyable. OK, ensuite? j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Ouais. J'étais au fond du gouffre et je faisais des soirées, des cocktails et puis et l'alcool. Zéro hygiène de vie. Mais oui, mais je crois que je me tapais au moins une bouteille d'alcool par jour. Enfin, du vin. Mais là, ça va peut-être vous choquer. Aujourd'hui, je bois zéro alcool, bien sûr. Mais à l'époque, Ouais. je t'assure, une bouteille de vin, Ouais. tu prenais un peu de jaja à table Ouais. le midi, Ouais. puis le soir, bon, tac, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que ça allait très vite dans la Ouais, culture. bien sûr. Allez, bois un petit coup, vas-y, un petit apéro, machin. Mais ça passait très Là, tu vite. te retrouvais à 4-5 Mais 000 calories par jour Mais oui, minimum. et là, j'en dis un petit peu, pas avec honte, mais je le reconnais, mais ça allait très vite. J'étais alcoolo. Ouais, ouais, J'étais alcoolo, mais j'étais un alcoolo social. ouais. Pas du tout parce que je déprimais. Bah, ça fait partie de la culture. Voilà, c'était la Et culture. donc, tu veux socialiser avec les gens, tu dois boire de Bah, l'alcool. ma famille italienne vient boire un petit coup et puis on met de la musique et machin. Ouais. Mais je dis pas du tout pour le stress, pas du tout pour la déprime. Je buvais rarement seul, Ouais. Mais voilà. Ah, mais voilà. Voilà. Parce que Et donc après, prédiabétique et un choc. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais tu en fait, le médecin te dit attention, bah, tu vas mourir. tu vas mourir. Ouais. Et j'ai dit: «Mais comment ça, je vais mourir?» Parce que moi, les pâtes, Bien c'était faire honneur à ma famille. Et qu'est-ce qu'il y a de pâtes? Mais je mettais t'imagines 300-400 grammes de sucre dans le sang, mais Ouais. mais le Non, mais c'est ça. mais le corps, il n'y arrive pas. Ouais, ouais. Donc voilà pourquoi je contre-performais. C'était et voilà comment, pour Et faire alors, comment tu as justement, comment tu t'es formé pour la muscu, l'alimentation? Parce qu'encore une fois, on n'avait pas beaucoup de ressources à l'époque. Alors, la musculation, j'en ai toujours fait, très tôt, D'accord, du sport, parce que c'était, vital pour moi dans mon quartier. super. OK. Donc ça, c'était vital pour moi. Donc déjà, tu faisais du sport. Donc je faisais du sport et vraiment chercher de la force pour envoyer des punchs et pour me protéger les abdos, etc. Mmh. Donc ça, c'était vital. OK. Tu vois, donc là, j'ai aucun mérite une nouvelle fois. Sur la nourriture, quand il m'a dit: «Bah, tu vas mourir», Mmh. ça a été compliqué pour moi. Ouais. Donc là, j'ai eu un premier immense déclic sur l'hygiène de vie. Mmh. Mais il y a eu un autre déclic aussi dans ma vie. C'est une période où on se dit, on va faire ce qu'on appelle la tournée 110, c'est une journée. Ouais. Et là, on a des fortes audiences. Ouais. Et je dis à mes équipes, ça coûtera ce que ça coûtera. Ouais. C'est pas un événement où on fait de l'argent. Pour celles et ceux qui sont dans mon métier, on fait vraiment pas d'argent. Ouais. Je dis, je m'en fous, je kiffe sur la scène. Ouais. On va leur donner un ticket à 100 € la journée OK. et on va leur donner la totale. Ouais. Et la totale. Et à l'intérieur, à la fin, je fais un entracte Ouais. qui est la journée qui est à 20% de la fin. Tu vois, donc, et je leur dis, je vous rembourse
On fait un entracte à 80% du contenu. Et à 20%, ça ne vous plaît pas, vous partez. Personne partait à chaque fois. Incroyable. Vraiment, j'avais aucun doute. Ouais. Mais je kiffais. Oui. En fait, c'est très égoïste. Ouais. Et je prépare cette tournée 110 et je suis à Montréal. Parce que je suis franco-canadien. Ouais. Je suis né en France, mais après, j'ai eu une aventure au Canada. Et d'ailleurs, pourquoi le Canada intéressant. Enfin, tu poses des questions, toi. Et on va revenir à l'alimentation. Parce que suite à cette période où j'étais prédiabétique, D'accord. je me suis moi aussi effondré. Alors, pas au niveau psychologique, mais au niveau énergie. J'ai fait, non pas une déprime, mais un burn-out. Donc, j'avais 2 entreprises. J'étais de toutes les soirées, tous les cocktails. Je présentais le journal tous les jours. Je n'arrêtais pas. J'étais pompier le week-end, mais je voulais me prouver que j'étais capable de vivre à 110%. Tu vois. Et je me suis effondré. Donc, je vais te dire, je ne pensais pas que tu posais la question. Je me suis effondré et j'ai vendu mes entreprises à mes associés. J'ai vendu près de 70% de mes biens immobiliers et je suis parti au Canada. Et je me suis dit, c'est fou ce que je suis en train de te dire, mais j'étais intimement convaincu dans l'instant que je voulais plus. Est-ce que je voulais plus travailler? Je sais pas si je le pensais, mais je me suis dit, je vais prendre le large. J'adorais l'Amérique du Nord, qui m'avait en partie énormément aidé. Le Canada et notamment le Québec, c'est des gens qui ont le cœur sous la main. Et quand je dis le cœur sous la main, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de moquerie. Moi, j'ai été une fois à Montréal et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Donc, là, je me sentais chez moi là-bas. Et j'ai plein d'étudiants canadiens et ils sont adorables. Généreux, ils sont top. Donc, j'arrive là-bas et j'ai dit, voilà, donc j'achète une maison là-bas, boum, on fait des travaux, machin. Et je me dis, allez, on arrête tout. Donc, finalement, ça s'est produit un petit peu comme ça. J'arrive au Canada et puis, rapidement, au bout de quelques mois, après, on m'a contacté pour démarrer. Il y a un milliardaire très connu au Canada qui, par le biais de l'une de ses directrices, qui m'a contacté et qui nous a dit « Aide-nous à démarrer la première école d'entrepreneurs comme Stanford au Canada. Est-ce que tu accepterais d'implémenter, d'être directeur du coaching et d'implémenter tous les processus de coaching ?» Parce que le bouche à oreille des gens que j'avais accompagnés jouait le jeu. Et je n'ai pas dit non. Au contraire, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et je suis resté 18 mois. Et j'ai repris goût. Et tu sais, quand tu adores ton métier, j'étais pas un excellent, une nouvelle fois, je dis la vérité, un excellent dans les KPI, les OKR, etc. Tu as ton CEO, tu as ton SMO, etc. J'étais pas là-dedans. Mais j'arrivais sur la scène, boum, boum, boum. J'arrivais sur la scène, bouche à oreille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a rempli le palais des congrès de Montréal. Et j'avais des confrères qui faisaient des conférences à l'époque. Ils appelaient ça, moi je ne fais pas de la motivation. La motivation, ça fait ça, mais il n'y a pas de processus de coaching dans la motivation. Donc le mot, ce n'est pas mon truc. Le dev perso, ce n'est pas mon truc. Le leadership, le coaching, l'entrepreneurship. D'accord. Et j'ai implémenté des questions de coaching avec à chaque fois des supports pédagogiques. Donc j'ai commencé dans le métier à remettre le pied à l'étrier en accompagnant, je vais te dire la vérité, dans cette école, c'était des gosses de riches au début. Et qui avait un défi. Alors, les gosses de riches, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas. Tu vois, c'est pas péjoratif. Nos enfants sont des gosses de riches. Ah oui, ça c'est. Nous, on l'a pas été, mais nos enfants. Et donc voilà, c'est pas péjoratif. Ouais, donc ça c'est vrai. Et donc rapidement, on m'a demandé d'accompagner notamment ces jeunes en dehors de la mission dans cette école pour des transitions familiales. Voilà comment les gens me connaissent devant la caméra. Mais j'ai passé une grande partie de mon métier à accompagner notamment des personnalités dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde a des salles de 10-15 000 participants. Tout le monde accompagne des milliardaires, sauf que moi, c'est vrai. Tu vois, c'est écrit dans mes livres, tu vois, mes salles, etc. Tu vois. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai énormément œuvré dans l'ombre. Et voilà comment j'ai accompagné des transitions familiales. Une transition familiale, pour que tu le saches, c'est 5 ans environ. Tu fais pas un gros travail. Et pendant 5 ans, j'œuvrais petit à petit. J'ai quitté cette école. Et quand on parle de transition familiale, reprise d'entreprise par les enfants. Voilà. Et pourquoi, c'est une très bonne question, pourquoi il y a un travail à faire sur un plan mindset, coaching? En fait, il y a beaucoup de confrères qui me demandent est-ce que tu travailles sur justement les finances, sur le scaling, sur l'opérationnel. Je dis, moi, je ne suis pas un CEO, je ne suis même pas un CMO avec eux. Mais le plus gros travail qu'il y a à faire, c'est une structuration du leadership. Le leadership est ce qui est le plus important.
Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, dans le leadership, Oui. avec un gamin, je vais lui dire, à un moment donné, il n'acceptera pas, par exemple, le directeur général de papa, parce qu'il ne s'entendra pas avec Bien lui. sûr. Et à un moment donné, il y a un vrai travail de lui dire Ouais. quel type de profil il te faudrait ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec cette personne. Et parfois, sans coaching, sans accompagnement, ça se brise. Bien sûr. Et les enfants, soit le cliché de ils n'ont pas assez de niaque, Ouais. soit le cliché de ils en veulent à tout le monde, soit le cliché ils en veulent à papa qui leur cède l'entreprise, mais ils lui en veulent parce que papa il a serré les vis. Il y a beaucoup de conflits, Exact. beaucoup Tu de sais, pression. récemment, et pourquoi je te pose la question, j'ai croisé un ancien ami dont le papa était un industriel et tu sentais chez lui un blocage, tu sentais chez lui une frustration. Et tu parlais de gosse de riche, c'est dur d'être un gosse de riche. C'est dur d'être le fils de. C'est très dur. D'ailleurs, les enfants de Zidane ne seront jamais des Zinedine Zidane. Et pour eux, c'est très, très dur. Et donc, être le fils d'eux, finalement, c'est comme un poids. Alors moi, je ne parle pas de gosses de riches souvent avec eux, je parle de gosses, de leaders Ou d'accomplissement. d'héritier. Oui, parfois c'est compliqué d'hériter d'une personne qui a tellement accompli. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver sa place, c'est une question de place. Et souvent, il n'y a pas eu trop d'enfance intéressante, comme je le dis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de fights. Ouais. Et les seuls fights, c'est le papa souvent qui dirige dans ces cultures-là. C'est ça. Et alors, bon, le Québec est une société matriarcale. Donc là, c'est encore différent. Mais le côté business, c'est que tu es souvent le papa quand même. Donc voilà, j'ai commencé mon métier, si tu veux. J'ai remis le pied à l'étrier Dans ce domaine. par le coaching d'entrepreneurs et de fils d'entrepreneurs. Et ensuite, évidemment, je travaille que sur des strates. C'est-à-dire qu'à quel moment tu vas choisir ton CEO et est-ce que le besoin s'en fait sentir maintenant? Et comment tu vas le changer? Et quel profil il te faut? Et qu'est-ce que tu attends? Et finalement, le coaching que je fais avec ces personnalités-là ou avec ces entrepreneurs, mais sans ce travail avec moi ou avec d'autres, mais ça se passerait très mal. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est pas le savoir-faire qui est compliqué lorsqu'on accompagne quelqu'un. Parce que de choisir un CEO, de choisir des KPR, des OKR, de choisir votre équipe, c'est pas le plus compliqué. C'est de structurer l'entreprise. Allez, et puis tu me fais des réunions comme ça, tu me fais un Loom, et puis après tu t'enregistres avec Phantom, et puis ensuite tu mets ça, c'est pas compliqué parce que vous allez trouver les bonnes personnes. Le plus compliqué, c'est de savoir où est-ce que vous êtes dans vos baskets et d'arrêter de vivre à côté de soi. Et quand on accompagne des personnalités qui ont 60 000 employés, et qui me disent, et à la fin, je leur dis, bon, on va peut-être mettre fin au coaching, et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que c'est une solitude au sommet. Les gens ne le savent pas, ça. On est seul au sommet. Alors, quand on a une petite entreprise qu'on fait 100 000 ou 1 million, c'est pas grave. Alors, toi, tu donnes du coaching, d'accord. Oui, mais moi, ce qu'il me faut, c'est savoir quel logiciel je vais utiliser. T'en es peut-être pas là. Mais à un moment donné, où la machine s'emballe, et tu te retrouves seul au sommet. Et ta femme, ton mari, je ne sais pas avec qui vous êtes, elle n'est pas là pour éponger. Ce n'est pas son job. C'est pas de son job, ouais. Et tu as besoin d'être coaché. Tu as besoin d'être formé. On revient à l'alimentation. C'est magnifique. Bon, je pense que ça va durer 3 heures. On revient à l'alimentation. Donc, sport, tu as toujours fait du sport. L'alimentation, tu as commencé à changer ton alimentation suite à ce prédiabète. En fait, je dirais que selon moi, les fondamentaux en matière de nutrition pour un entrepreneur notamment, est à 80% de gars. Ok. Donc les gars avant 40 ans, la testo, c'est pas grave. On est ok. La testostérone commence à chuter à partir de 30 ans chez un homme. 40 ans, si vous commencez à avoir des troubles de la réflexion, manque de clarté, la petite larme à l'œil qui arrive devant un film ou devant une situation, le manque de clarté, etc. Jetez un œil du côté, à partir de 40 ans, jetez un œil du côté de la testostérone. Et ensuite, vous voyez des médecins appropriés. Je dirais, pour un entrepreneur, le pire ennemi, c'est le sucre. Mais pas que le sucre rapide, même les carbs, les sucres lents. Alors, tu vas prendre du pain complet, tu vas prendre des pâtes complètes, etc. Oui, mais je dirais que ce qui va changer votre vie, c'est de réduire considérablement les sucres. Parce que votre corps n'est pas capable d'assumer ces pics d'énergie suivis de crash. Donc, le premier point, c'est de réduire considérablement. C'est bateau ce que je suis en train de te dire, mais les sucres. Réduisez les sucres. Et tu as aujourd'hui un régime qui est à la mode, carnivore.
donc diet, et beaucoup d'Américains en parlent. Donc, en fait, ils mangent que de la viande. Et Ouais. toi, tu m'as dit que tu étais végétarien. C'est ça. T'as les Et donc, broches, j'ai vraiment envie de te poser la question. mettre les chocolats dans le petit papier aluminium. Qu'est-ce que Non, tu en penses? Et parle-nous un peu de ton régime. Donc, c'est compliqué de montrer du doigt les carnivores. Bien sûr. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut juste regarder ce qui se passe dans le tube digestif. Donc, faites un test, les amis. Ok. C'est pas compliqué. Tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu fais un examen du tube digestif. Tu sais, ils te mettent une caméra dans le sboob, D'accord. paf, et ils regardent. Ok. Bon, ben regardez. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on mange de la viande, contrairement à du légume, eh bien, la viande, elle va mettre des heures. Notez dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, non, mais Et faites des recherches. hyper intéressant. Combien de temps ça vous prend pour digérer de la viande qui est juste ici? D'accord. Combien de temps? C'est des heures. D'accord. Et ça rentre en putréfaction. Ok. Et notamment la viande rouge, Mhm. le moins possible. Faites des recherches. C'est pas blablabla. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'étais un viandard. D'accord. Moi, si j'avais pas ma côte de bœuf quasiment tous les jours avec mon bon barbecue bien grillé, j'étais malheureux. J'étais un viandard, c'est ça la vérité. D'accord. Je suis pas né Mais végétarien. moi, je le suis. Hein. Donc là, je suis en train de. Donc, Ok. la viande rouge surtout. Mhm. Le moins possible. Je vais essayer d'y aller le moins possible, la viande D'accord. rouge. Ok. Regardez, tapez viande rouge, digestion. Et c'est aussi simple que ça, sans rentrer dans la polémique, parce que je ne suis pas un gars de Non, polémique. bien sûr, Je ne suis bien pas sûr. un gars qui est polarisant. C'est pas mon Bon. truc d'attirer l'attention avec une plume, machin. C'est pas Ouais. mon truc. C'est pas mon fond de commerce. Moi, j'attire les gens avec de l'énergie, avec du Positif. avec du positif. C'est Et pas du mon truc. contenu. Ok. Et du contenu. Moi, ce que je dirais, c'est regardez simplement le niveau d'énergie. Si vous avez un business en ce moment, bah, évitez de faire un repas le midi, par exemple, parce que ça te fiche en l'air complètement l'après-midi. Tu fais. Alors après, tu as des gens qui ne sont pas du tout faits pour le jeûne séquentiel. Ouais. Et on va en parler du fasting. jeûne intermittent. Alors, ils ne sont pas faits pour ça. Ok, très bien. Moi, je ne suis pas du tout rigide là-dessus. Toi, tu fais pas de jeûne intermittent. Si. Ok. Très bien. Je le fais. Ok. Mais c'est adapté à moi. Ok. Donc, quand vous voyez des vidéos sur YouTube, il faut faire ça, pas Ouais. faire ça. Ok. Vous savez quoi? Voyez un médecin, voyez des gens sérieux, c'est leur métier. Et moi, je ne suis pas psychologue, et je ne suis pas psychiatre, et je ne suis pas non plus médecin. Ouais. D'accord? Je suis coach, c'est mon métier, d'aider les entrepreneurs à booster leur business. Réduisez la quantité d'aliments le midi si vous pouvez ne pas en manger. C'est pas de repas le midi, idéalement. Pourquoi? Juste pour l'énergie. D'accord. Il n'y a rien de plus comme activité dans le corps qui consomme de l'énergie que de mettre des éléments étrangers dans le corps. D'accord. Si par exemple tu bois un verre d'alcool, Ouais. pendant 2 heures à 3 heures, ton corps il arrête de métaboliser le sucre. Ouais. Donc tu combats. Les gens pensent, et c'est un gars qui prenait une bouteille de vin par jour, j'exagère un peu, c'est Ouais. pas une bouteille par jour, mais je veux la jouer un peu provocante pour le D'accord. coup. Mais quand tu bois de l'alcool, ça restera à vie. Il y a du polyphénol à l'intérieur, c'est bien. Ben, du bouffe du raisin, alors tu prends des pilules de poly, mais c'est un corps étranger, l'alcool. Et ça le restera toujours. Ouais. Toujours. Donc, si. C'est un poison. Et je vais me faire des ennemis, mais c'est un poison. Et beaucoup, moi, tu sais que j'avais eu un AVC. En 2009, j'ai fait un AVC. Et mon médecin, la première question qu'il m'a posée, c'est: est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Je lui ai dit non. Il m'a dit: tu as eu de la chance. Je ne savais pas Parce qu'on avait ça. Ouais. Et c'est donc, j'en ai parlé. Mais tu avais quel âge? J'avais 36, quelque chose comme ça. Ouais. Mais parce que oui, l'histoire que je t'ai pas racontée, que je te raconterai après. Toi aussi? Eh ben, Non. fait un AVC. Et là, depuis, je bois quasiment pas et je ne fume pas. Donc, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, c'est pas sexiste qu'on est en train de dire, parce que quand tu parles de produits laitiers, bon, là, il faut les enlever le moins possible. Quand tu parles d'alcool, bon, là déjà, on a parmi une partie de l'audience. Et quand tu parles de viande, bon, bah, là, il n'y a plus personne. Bien sûr. Tu vois. Donc, l'idée, c'est tout ce que je fais, en fait, tout ce que je fais rentrer dans mon corps a pour objet de me faire grandir, de donner plus de l'énergie, de clarté, d'avancer, que de me pénaliser. Donc, quand je mets quelque chose dans la bouche, je me dis pas, est-ce que ça va me donner du plaisir? À quoi ça va me servir? Et c'est ça ma psychologie, en fait. Et donc, c'est pour ça que les régimes ne marchent pas, ils ne marcheront jamais. Ça ne marche pas, les régimes. Et ça fait le plaisir de celles et ceux qui sont dans cette industrie, on le sait très bien. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est réduire la quantité de sucre. La viande rouge, de mon point de vue, le moins possible. Jeûne intermittent. Alors, si vous pouvez éviter de manger, et ça, c'est pas pour tout le monde. Par exemple, mon épouse, le jeûne intermittent n'est pas fait pour elle. D'accord.
Pourquoi? Parce qu'elle va générer des sucs gastriques Mmh. et ça va générer un choc de stress dans le corps. Donc, c'est pas fait pour elle. OK. Donc, par exemple, elle va prendre un peu de gruau, elle va prendre peut-être, je dirais le soir pour la glycémie, tu peux Mmh. prendre une demi-papaye, par exemple, Mmh. après avoir mangé, juste avant de te coucher, une petite et là, ça régule la glycémie. Il y a plein de petites choses comme ça. D'accord. Quand tu veux, mieux éliminer le sucre, tu fais une marche de 10 minutes après avoir mangé tout de suite. Ouais. Et tu réduis de 30 l'index glycémique, juste de marcher pendant 10 minutes. C'est plein de petites astuces comme ça, tu vois? Ouais. Mais de manière générale, les produits laitiers, OK. ça enlève l'énergie. OK. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, ça enlève l'énergie. Mmh. Voilà, bouge-toi un Saint-Marcelin entier, regarde dans 30 minutes comment tu te sens, tu me diras. Voilà. Si tu prends un chronomètre, Ouais. OK, Franck il m'a dit: «Je vais bouffer un Saint-Marcelin», boum, entier. Voilà, dans 60 minutes, comment tu te sens? Voilà, c'est juste ça, vérifiez. Vérifiez l'information. Ne me croyez pas sur parole. Vérifiez-la. Tu es Non, non, d'accord? mais je suis entièrement d'accord. Et si je te pose la question, c'est parce que moi-même, je me forme, je lis des bouquins et c'est vrai que les infos sont contradictoires avec ce que tu dis. Notamment la viande, les gens ne jurent que par ça. Je regarde plusieurs podcasts américains, très connus et les gars, ils te disent, il faut manger de la viande rouge, il faut, et c'est vrai que, Ce qu'il faut, c'est regarder les bonnes, il faut regarder des c'est études. des gars qui sont des médecins, des spécialistes. C'est pour ça En que fait, c'est compliqué. c'est compliqué quand on suit plusieurs personnes. Exact. Donc je pense Et que d'avoir la bonne info parce que chacun va te dire: «Voilà, moi exactement. j'ai des travaux Oui. scientifiques qui prouvent que». Exactement. Et il faut voir d'abord ce qui fonctionne pour nous. Ouais. Parce que, Exact. tu vois, le jeûne intermittent, ça fonctionne pour moi, mais Mmh. pas pour mon épouse. Donc je suis très honnête. Mmh. Et je l'ai répété, je le redis encore, consultez un médecin de renom. Exact. Moi, le médecin qui m'a accompagné, qui m'accompagne, c'est le professeur Frédéric Salman. Mmh. C'est un ponte international. Frédéric, c'est un ami personnel, c'est lui qui me suit, c'est une référence. Il va pas te dire: «Ah, je pense que c'est pas bien». Non, non, il va te dire: «Je sors 30 études, Ouais. A plus B». Incroyable. Regardez des scientifiques. Ouais. Et c'est ce que j'aime dans ton Ouais, travail, ouais. magnifique d'ailleurs. C'est que d'ailleurs j'ai vu des vidéos qui étaient, d'anthologie de ce que tu disais, mais tu regardes des chiffres, Ouais. A plus B égale à B. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est au bout d'un moment, tu regardes la science. Ouais. C'est pas Ouais. je pense que donc Mmh. la première erreur qu'il faut éviter, c'est de suivre plusieurs personnes. D'accord. Parce que tu en as un qui va dire: «Il faut prendre un régime keto» Ouais. et là, il faut prendre un régime, ossobuco. D'accord. Tu vois? Tu es ossobuco ou keto? Et donc toi, tu es végétarien aujourd'hui? Oui. Et donc ton régime sur une journée, qu'est-ce que en résumé? Alors, en résumé, j'ai tendance à faire, un repas, vers les 11h midi, D'accord. qui me va très bien, D'accord. composé de végétaux, mais qui, vous mangez ce que je mange là, vous aurez pas faim et je mange en général vers les 17h-18h pour avoir tout le temps de digérer ensuite. Excellent. C'est-à-dire que je me mets jamais au lit, dans les 3 heures d'un repas, Mmh. d'accord? Pas avant 3 heures. D'accord. Donc, je mange le matin, par exemple, oh là, vous allez me dire: «Il est fou», Ouais. une grosse emplastre d'avocat. OK. Le guacamole, c'est mon truc. Et là, OK. ça Et tapisse l'estomac. les protéines, parce que justement, Alors, ça, c'est beaucoup intéressant. de gens disent quand tu es Est-ce que végan. tu as le sentiment que je suis quelqu'un de chétif? Non, OK. non, t'es costaud. Et je reste comme ça. Donc, Ouais. je suis pas, Non. bodybuilder, mais Ouais. j'ai pris de la masse musculaire en étant végétarien. D'accord. OK? Excellent. Excellent. D'accord? Si vous cherchez Ouais. la libido, Ouais. végétarien, essaie juste 30 jours, chérie. Tu vas voir. Excellent. Ah! Excellent. Ah, mais c'est bien. Je ne peux pas en dire plus. plus. Et faites un examen de votre sang. Regardez la quantité, notamment dans le plasma, la quantité de gras qu'il y a dedans. D'accord. Plasma, c'est ce qui va rester lorsque les globules rouges. Mmh. Et regardez le gras qu'il y a dans votre plasma pour les viandards. OK. Parce que je l'ai fait. Parce que je l'ai fait. Et on m'a mis une caméra dans le sboob pour analyser tout le tube digestif. OK. Et il y avait des choses qui n'allaient pas. Mmh. Et quand tu vois ça, c'est scientifique. C'est pas oh non, il faut non. Et le médecin, c'était à l'hôpital Cochin. D'accord. J'ai fait ça à l'hôpital Cochin. Et je lui dis à la fin, alors il y avait le résultat, il me dit: «Voici votre tube digestif. Ouais. Donc ici, ça va bien, tac, jusqu'à l'anus, c'est bien, voilà». Et là, et il me dit: «C'est pas grave». Mmh. Je dis: «Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de» Ouais. «Non, je vais vous dire quelque chose, mais c'est pas grave», il répète. D'accord. Alors quand un médecin te dit: «C'est pas grave», tu sais qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et il te dit: «Vous attendiez 2 ans et vous aviez un cancer du côlon». Waouh. Je dis: «Pardon?» Je dis: «Attendez, quoi?» Ouais. Et il me fait voir ce qu'il a enlevé. Et je lui dis: «C'est dû à quoi?» Il me dit: «Monsieur, c'est la viande». Je dis: «Ah bah, attendez, jamais on me l'a dit ça». «Bah, évidemment, vous avez des lobbies.
Vous vous rappelez qu'à l'époque, les médecins, notamment aux États-Unis et la France, on n'était pas trop loin, ils n'avaient pas le droit de faire de la pub, mais ils vantaient les mérites de la cigarette. Il me dit, vous croyez qu'aujourd'hui, sur le lait et la viande, il n'y a pas de lobby? Je dis, pas en France. En France, je dis, on est un pays éduqué, on n'a pas de lobby à ce point-là en France, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il n'y a pas de lobby en France. Et moi, j'étais un lapin de 6 semaines dans ce domaine. Je dis, mais non. Il y a l'OMS, et puis ensuite, il y a l'Agence sanitaire française. Je dis, mais non, attendez. Et en fait, moi, j'ai mes examens ici, et que j'ai ici avec moi d'ailleurs. Je te les montrerai. D'accord. Je vais vous épargner ça. Ouais. Mais donc, j'ai regardé les faits, si tu veux. Pas juste blablabla. Et je dis, mais est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Il me dit, oui. Vous mangez de la viande, vous? Il me dit, vous plaisantez ou quoi? Je suis un expert du tube digestif. Je ne veux pas manger de la viande. Waouh. Je dis, mais vous seriez prêt à me le dire devant une caméra? Il me dit, vous plaisantez ou que je ne vais pas vous le dire non Je vais plus. pas vous le dire. Ouais. Alors, il me J'ai dit, peur de le dire. oui. Ouais. Alors, il me dit, je mange de temps en temps du poisson. Ok. Et c'est là où je me suis formé. Ok. Et formez-vous. Ouais. Donc, si vous voulez avoir la patate, l'énergie, Ouais. j'arrive sur une scène, je tiens dans les moments les plus difficiles, entre 13 et Ouais. 14 heures sur une scène. Donc, pour un gars qui mange pas de viande et qui n'est pas maigre, je suis pas maigre, il y a quelque chose. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu manges les bons nutriments en végétaux, la quantité assimilable de protéines est plus forte dans les végétaux que dans la viande. Ok. Donc, dans la viande, tu vas avoir beaucoup de déchets Ok. qui se finissent par le pot d'échappement et ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ok. Donc, là, tu vas voir… Est-ce qu'il y a suffisamment de protéines dans les Ouais. légumes? Donc, Ouais. tu parles de guacamole. Alors, le guacamole, déjà, moi, j'en prends parce que c'est pas pour les protéines, c'est pour le bon gras. D'accord. Donc, tu brises un jeûne intermittent. Et je me prends pas pour un médecin, je suis pas médecin. Mais moi, tu brises un jeûne intermittent, il faut redémarrer le système. Donc, tu prends de l'avocat et là, tu tapisses l'estomac. Là, c'est une douche. Et là, pour lui, c'est le panard, c'est le pied. Et ensuite, je remplis d'ingrédients qui vont me faire du bien. Par exemple, du houmous. Ok. J'adore le houmous. Mais j'en prends 2 tonnes. Ouais. Pourquoi? Mais c'est hyper, méga… Moi, c'est des pois chiches pour info. Ah oui, pardon, c'est des pois chiches écrasés. Écrasés, ouais. Mais j'aime bien parce que je peux en manger des grosses quantités, mais c'est hyper riche en protéines. Donc, les légumineuses, c'est énormément de protéines, mais tu les assimiles incroyablement. Et comme cela, tu as énormément de végétaux où tu as énormément de… Alors, en revanche, Pas de pain, bien évidemment. Ça, disons que moi, avec… Alors, Ouais. le pain, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis allergique au gluten parce que j'ai eu une enfance de fils italien, donc mon corps, il n'en peut plus, le gluten. Vous pouvez prendre, par exemple, du pain complet. Pourquoi? Parce que l'assimilation est plus lente dans le sang. D'accord. Mais tu n'en prends pas un demi-pain, tu vois. Il faut réduire… En fait, le jeu, si tu veux, c'est comprendre quoi. L'énergie, c'est quoi? C'est l'oxygène dans les globules rouges. Basta. Voilà. Merci, au revoir, j'ai fini. Ah. C'est l'oxygène véhiculé dans les globules rouges. D'accord? Et à partir du moment où tu as ça, qui est une bonne composante, eh bien, donc là, par exemple, tu vas avoir plein de vitamines dont tu as besoin. L'autre élément qui est très fort aussi dans le corps, c'est d'avoir le moins d'un seul coup d'ingestion de sucre. Regardez sur Internet votre âge et combien votre corps est capable de digérer de quantité de sucre. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais les bodybuilders, ils font 6 à 7 repas par jour. Ouais. Bon, mais ce sont des machines dont… alors, on ne va pas parler de la thyroïde, on ne parlera pas de ça, mais c'est des machines à brûler du gras. Plus tu as de la masse musculaire et plus tu vas brûler des calories. Mais pour les gros d'entre eux, ils trichent un petit peu. Donc, le système fonctionne très, très vite. Donc, ça se digère beaucoup plus. Mais l'état digestif d'un bodybuilder, hôpital Cochin, Paris, jetez un œil avec les professeurs là-bas parce que les bodybuilders, il y en a beaucoup. Ah là là. Ah là là. Non, mais regardez les faits, voilà. Regardez, il y en a beaucoup. Et puis regardez jusqu'à quel âge ils vivent et dans quel… Regardez, Schwarzenegger, il est adorable. Ouais. Stallone, adorable. Ouais. Mais quel est l'état de leur corps? Et c'est des gens… je pense que tu es comme moi, mais moi, c'était mes modèles. Enfin, Oui. J'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que voilà, les commentaires Pumping Iron. Voilà, c'est les gens que j'admire. Ouais. Mais il faut ouvrir les yeux, pas être un lapin de 6 semaines, se dire quel est l'état de leur corps en ce moment. Moi, le matin, ça m'est souvent arrivé à Montréal de m'entraîner avec un gars qui avait 92 ans. Ouais. 92 ans. J'ai dit, mais what the fuck? Ouais. Et j'ai dit, mais je vais être comme ce gars, moi, c'est mon modèle. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu penses? D'accord. J'ai dit, Et il est végétarien. Et oui. Ouais. Il était végétarien. Mais par exemple, tu me dis, Franck, il y a ce poisson à manger. Ok. Si c'est un poisson qui n'a pas trop de mercure dedans, mais je vais le manger. Ouais. Alors, est-ce que je mange du poisson dans l'année? Oui.
Est-ce que j'en mange une fois tous les 3 mois? C'est à peu près ça. Mais je sais qu'une fois tous les 3 mois, ça va pas me démolir. Mais la viande, non. Si vraiment vous aimez la viande rouge le moins possible, si vraiment la viande, c'est votre truc, bah, plutôt la viande blanche qui se digère plus vite. Poulet. Ce qui est dangereux dans la viande, rouge notamment, c'est que c'est trop long et ça macère dans votre intestin. Voilà, ça macère. Mais regardez sur internet, renseignez-vous. Incroyable. Mais je pense que vous allez adorer et merci infiniment. Non, mais Renseignez-vous. c'est magnifique. Et les amis, j'ai envie de vous faire une petite confidence. Franck, tu as combien de fièvre là? 39 de fièvre. Et tu es venu. Ouais. Et tu es venu. Tu as eu une intoxication Oui, alimentaire. hier, ça. j'ai tapé la barre des 40. Ok. Et je sais pas ce que j'ai mangé. Et j'ai Incroyable. un tox alimentaire. Mais on s'en fout, l'énergie est mentale. Mais c'est ce qui est magnifique, c'est que tu aurais pu t'excuser, me dire t'as mis, je peux pas. C'est-à-dire que moi, je l'aurais fait, hein, si. Et tu es venu et vraiment, j'ai envie de te dire bravo et merci. Merci. L'engagement. Et parce que je pense que vous allez adorer. Donc, on était en train de parler de l'investissement. Donc, tu adores l'immobilier, c'est vraiment ton point fort et le business. Parle-moi un peu de ta vision, ta manière d'aborder l'investissement. Pour moi, il y a trois parties dans l'investissement qui sont hyper importants. Le premier investissement, c'est dans mon développement personnel. Ça, c'est le premier investissement. Ça fait toujours rire. Ouais. Ça ramène pas d'argent, ça ramène pas d'argent. Je fais une déprime pendant 3 mois, tu vas voir. Tu connais l'histoire de Warren Buffett. Quand tu vas chez lui, Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur de tous les temps. Il y a le diplôme de Dale Carnegie. Comment se faire des amis. Et Warren Buffett, c'était un timide. Et Warren Buffett est passé par la Columbia Business School et je pense la Wharton Business School, si ma mémoire est bonne, qui sont de très, très bonnes écoles. Et il dit, mon seul diplôme, c'est le diplôme de Dale Carnegie, parce que c'est grâce à ce diplôme que j'ai pu contacter les gens, parce que c'est un introverti, que j'ai pu développer mes business. Et Warren Buffett, il dit la chose suivante, il dit le meilleur investissement, c'est l'investissement dans l'éducation, dans la formation. Absolument. Et il a raison. Donc, bravo. Je lis au moins 1 heure par jour. Excellent. C'est essentiel pour moi. Donc, ça fait toujours rire, mais c'est quoi tes priorités en investissement? C'est d'abord en moi. OK. Comment tu veux rentrer le soir chez toi? Tu n'as pas d'énergie. Comment tu veux redonner ce que tu n'as pas? Et c'est la même chose. Regarde, tu es pour moi l'expert francophone. Et même dans le monde, il n'y en a pas des milliers de gens comme toi, notamment de la bourse. La bourse, c'est 80% psychologie. Si tu es complètement au fond du gouffre, tu peux pas vendre ou acheter. C'est complètement impossible. Comment tu veux analyser une courbe si tu n'as plus la tête? Donc, la psychologie. Le deuxième élément pour moi qui est important, c'est le business. C'est-à-dire que j'ai fait l'acquisition de certains business. Je ne rentre pas dans une boîte qui est en dessous de 30% des parts. D'accord. Donc, souvent, je suis passif. Okay. Certaines, j'ai pris la totalité, qui génère un peu d'argent pour rester modeste et surtout discret. Le business, je le choisis parce que c'est une source d'épanouissement pour moi. C'est d'abord une source d'épanouissement pour moi intellectuel et aussi sur la partie financière pour l'effet de levier. Voilà. Donc, et quand je sors d'une entreprise, je ne sors pas avant 5 ans. D'accord. Le troisième élément, c'est l'immobilier. Donc, en dehors de l'antenne, je te ferai voir quelques éléments que j'ai acquis. J'ai des centaines de portes aujourd'hui, notamment au Canada, et qui m'apportent justement la partie sécurité, la partie création de patrimoine. Et puis, je trouve ça… Revenu passif également. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ou pas? Oui, pour l'avenir, mais je gagne très bien ma vie. D'accord. Et quand j'ai mis une chemise ou un t-shirt, j'en mets pas 5. OK. Je pète pas les plombs sur le niveau de vie. Vraiment. Alors, je dis ça maintenant que j'ai plus de liberté financière, si tu veux. Mais j'ai jamais pété le plomb sur j'ai besoin de porter 5 t-shirts par jour. Tu vois, et dans les faits, ça vous le savez pas, mais j'ai pas tellement le goût de m'habiller, moi. Je suis souvent en jean, en basket, etc. Donc, sur le business, j'adore ça pour l'effet de levier, l'immobilier. Et j'aime ça aussi parce que je trouve ça noble d'offrir des toits à des gens. Donc, ça, je dirais, c'est les 3 leviers qui m'intéressent en investissement. D'accord. La bourse, est-ce que j'investis en bourse? Pas vraiment. D'accord. Pourquoi? Je vais te dire la vérité. C'est parce que dans tous les projets d'investissement dans lesquels je me suis lancé, c'était toujours accroché à une personne. Ouais. Mon premier achat immobilier, c'est quelqu'un qui m'a dit « Tiens, tu veux ça ?» Par exemple, et après, je me suis mis à acheter plutôt des… Je ne veux pas trop rentrer parce que ce n'est pas ma partie, la partie financière, mais j'achète plutôt des immeubles parce que j'ai un effet de levier. D'accord. Certains, je suis aussi… j'ai une entreprise dans la parotellerie.
L'hôtellerie m'intéresse aussi de près, mais pas en dessous de 30 chambres. Ouais. Mais sans rentrer dans les détails, j'aime l'immobilier parce que c'est une personne qui m'a amené à ça. Mmh. Et donc, pour la bourse, ce sera une autre personne Et qui est-ce que m'amènera à tu ça. t'es formé à l'immobilier? Tu Oui, as lu des oui, livres? absolument. Je me suis formé. Excellent. Je me suis formé pendant 2 ans à Montréal, notamment, et j'ai appris des choses qui sont juste incroyables, notamment à acheter des biens Ouais. en allant directement à la mairie, en envoyant des lettres. D'accord. J'achète pas ni sur plan, ni sur, les petites annonces. Ouais. C'est bien plus que le bouche à oreille. Mmh. J'achète, avec de la proaction directement avec le Excellent. Tu as propriétaire. développé une véritable expertise sur le sujet. Je suis pas du tout un expert de l'immobilier comme certains, mais je Ouais. m'amuse. Voilà, je OK. m'amuse pour OK. rester humble. Magnifique. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Donc en bourse, tu as envie de te former, c'est ça? En bourse, j'attends le master qui mette le pied à l'étrier, et si c'est toi, ce sera avec un grand honneur. Eh beh, écoute, avec grand plaisir, C'est et vrai, n'hésite grand pas à me poser toutes tes Je suis questions. pas sûr que tu es un élève très fort au niveau chiffres, mais bon. Mais je te montrerai Ah, que pas ça avant. vaut le coup d'investir. Ah, mais Non, mais c'est ça sûr. ça vaut le coup d'investir en bourse, et surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses incroyables à faire. J'ai envie de conclure déjà merci infiniment, Avec plaisir. et ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de t'interviewer. Pour le coup, j'étais super authentique, hein, Non, c'était ça te c'était convenait, c'était pas, C'était magnifique, et j'ai envie de conclure avec, c'est quoi ton prochain événement? Alors tu vas donner un méga événement à Paris, c'est ça? Alors, on a un événement qui réunit, je dirais, 80 d'entrepreneurs, D'accord. qui sont dans un défi de croissance qui s'appelle Weekend Spark, le WES. C'est 3 jours, 2 nuits, c'est Ouais. intense, c'est Ouais. sur la forme, c'est un concert rock. OK. J'ai importé ça en France, en Suisse, en Belgique, je dirais dans la francophonie et même à Montréal. On était le premier à remplir le Palais des Congrès de Montréal avec un 3 Ouais. jours comme ça, sinon c'était des conférences de 60 minutes de ce qu'il y avait au Canada. C'est un 3 jours sur l'entrepreneurship, le leadership, le mindset, c'est 3 jours, c'est 2 nuits intenses. Waouh! C'est vraiment à Waouh! vivre. Et Nuit, quand tu dis nuit, ça veut dire quoi? ça veut dire que, la dernière fois, on a fini à 3 heures du matin, on a commencé à 9 heures sans aucune pause. Incroyable. Voilà, et ça s'appelle Weekend Spark. Je le souhaite à tout le monde, et l'investissement, c'est cacahuètes, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais j'ai beaucoup de retours très, très positifs, donc je sais. Mais Ouais. oui, c'est un événement qui me tient à cœur. Incroyable. Le mot de la fin, Franck? Le mot de la fin, c'est, je pense pas qu'il y ait une vie en deçà du 110%. C'est-à-dire, ce qui a changé ma vie, c'est l'engagement total Ouais. dans ce que l'on faisait. Ouais. Ouais. Si, on est en couple avec quelqu'un et qu'on est engagé à 60%, ça s'appelle pas un couple, ça s'appelle des amis qui baisent ensemble. Ouais, ouais. Si dans ce que l'on fait, par exemple, tu parlais de la bourse, et tu me disais: «Mais Franck, la bourse pour moi, c'est un focus intense». Ouais. Mais c'est pour ça que tu es pour moi le numéro 1. Il y a pas de numéro 2 avant très loin. Si on n'est pas intense et obsessif dans une discipline, dans une attitude, c'est impossible d'y arriver parce que la vie est très difficile. C'est magnifique ce que tu dis, mais j'ai envie de rebondir juste après. Oui, mais vas-y, Oui, non, mais tu as tout dit. Il faut être obsessif. C'est-à-dire que moi, j'ai été obsédé. J'ai écrit plusieurs bouquins. J'ai écrit L'art du trading, c'est 670 pages, gros pavé. incroyable. Enfin, mes bouquins sont vendus à plus de 100 Mais 000 ils sont encore à la Fnac, tu sais qu'en France, Ils sont encore à la Fnac. tu sais qu'ils sont Et c'est toujours des best-sellers. absolument. Et ce qui est incroyable, c'est-à-dire vendre un bouquin autant, c'est déjà un miracle, un exploit. Mais le vendre, ce bouquin, je l'ai sorti en 2007. On est en 2025. Ça a presque 20 ans, Non, 18 ans, 18 ans. C'est rare. Et mon éditeur me veut que je publie. Bon, j'ai pas le temps, mais voilà, c'est incroyable. Mais j'ai été obsessif. C'est-à-dire, Exact. je me suis donné à fond. Exact. J'en ai fait mon cheval de bataille. Exactement. Derrière, il y avait également une mission, c'est-à-dire d'aider les gens, etc. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu n'es pas Exactement. obsédé par un domaine, c'est pas la peine. Alors, il y a des gens qui me disent: «Mais Franck, ça veut dire qu'on va faire un burn-out, tout le monde m'a dit que tu es un obsessif». C'est une critique de la plupart des 97% de la classe moyenne. Ouais. Et cette idée, étonnamment, elle passe de génération en génération. Je vais vous dire une chose. Demandez à un champion qui a obtenu la médaille d'or aux Jeux olympiques de ne pas être obsessif, de ne pas y avoir pensé pendant les 20, 30 dernières années ou les 10 prochaines années, et chaque jour que la vie lui a donné de s'entraîner tous les jours comme un fou, comme une folle. C'est parce que la difficulté de la plupart des hommes et des femmes qui crachent, c'est parce qu'ils ne choisissent pas leur obsession. Choisissez votre obsession, choisissez votre destination, et là, vous allez gagner la partie. Merci infiniment. Merci. C'était vraiment un plaisir et j'espère à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao les amis.